On est là, Mylène. Fait que Mylène Paquette, merci d'être là. Ça fait 3-4 fois qu'on se reprend, mais là, enfin, on est là. Je suis très content que tu sois là. Merci d'avoir été là. Puis, je t'ai connu, évidemment, à la télé quand tu as fait ton exploit de la traversée, mais à travers les podcasts que j'ai faits, beaucoup des aventuriers que j'ai reçus m'ont parlé de toi, t'ont cité comme étant la pionnière quasiment de l'aventure au Québec. Mon Dieu, merci. Tu leur diras merci. Je leur dis merci, mais que je leur parle. Mais honnêtement, il faut des exemples de gens comme toi. Puis, moi, je prends les aventuriers comme étant des personnes hyper inspirantes, pas juste pour l'aventure, mais pour toute la complexité de la chose, le dépassement de soi, le risque. C'est plein de facteurs que tu peux remettre dans ta vie personnelle, autant au travail. Fait que je m'inspire un peu de tout, mais ce que tu as fait, je trouve ça incroyable. Fait que voilà, j'ai un petit résumé. Ah oui, OK. On essaie. Si je me trompe, tu me le dis. Jamais... Mais à la base, je regardais ce que tu faisais, puis avant d'être aventurière, tu étais préposée aux bénéficiaires. Exact. Bien relax. Oui. Auprès des enfants, au CHU de Sainte-Justine. Exactement. Et, donc là, tu es la première personne du continent américain à avoir traversé l'océan Atlantique seule à la rame en 129 jours, d'Halifax à Lorient en France. Oui. Est-ce que depuis, il y a d'autres personnes qui l'ont fait ou non? Je pense qu'un Canadien, oui, il y a un Canadien qui a fait l'Atlantique Nord et il y a un autre Québécois qui a essayé de faire l'Atlantique Nord en double, il n'a pas réussi. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres personnes qui l'ont fait. Il faudrait que je vérifie les statistiques, mais il me semble que non. C'est quoi la différence entre... Tu as fait le Sud, dans le fond? Oui, moi, j'ai fait le Sud en 2010. Puis le Sud, il y a 350 personnes qui l'ont fait. Le Nord, je pense qu'on est 13 ou 14. Wow! OK, cool. Ouais, là, tu as écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Dépasser l'horizon ». Exact. Tu as même reçu la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec. Ben oui. Ainsi que la croix du service, je ne sais pas c'est quoi, mais la croix du service méritoire du gouverneur général du Canada. Je ne sais pas c'est quoi, mais ça sonne cool. Oui, oui, vraiment. Croix du service méritoire, puis il y a un autre truc en France. Hey, je ne suis pas fine, je ne m'en rappelle même pas. Chevalier de... Je ne me rappelle pas. Chevalier Astic, c'est hot. Chevalier de... Je suis comme gênée de ne pas m'en souvenir. Mais tu sais, je trouve que le prix dont je suis le plus fière, c'est le prix Inspiration Nature du Musée canadien de la nature à Ottawa. Okay. Parce que, en fait, je voyais les autres personnes avec qui j'étais en compétition, puis je me disais, hey, tu sais, je ne gagnerai jamais ça. Ces gens-là ont fait plein d'affaires comme pour l'environnement et tout. Puis ils m'ont donné le prix pour l'inspiration, ça l'a donné, tu sais, le rapport que j'ai emmené la mer à des gens pour qui la mer, c'était super loin. Fait que ça me rend plus fière que toutes les autres médailles, tu sais. Oui, clairement. Mais là, j'ai vu que tu étais impliquée aussi dans quelques fondations, même porte-parole d'associations de temps en temps. Est-ce qu'en ce moment, tu es encore impliquée un peu là-dedans? Oui, oui, je suis pas mal impliquée. Tu sais, je suis marraine de Polymère. Polymère, c'est un organisme qui vise à développer un échantillonneur que tout le monde pourra utiliser pour avoir un portrait des microplastiques dans les cours d'eau pan-canadiens. Donc, fleuves, rivières, lacs, océans, tout ce qui est d'un océan à l'autre. Et puis, on va pouvoir éventuellement prendre cet échantillonneur-là, partir, s'amuser, faire des échantillonnages dans n'importe quel cours d'eau. Ça va être avec une application sur téléphone. Et après 2-3 semaines, tu envoies la pastille à un laboratoire participant. Tu as tous des trucs préadressés. Okay. Tu mets ça par la poste. Et puis, dans 2-3 semaines, tu vas voir combien de microplastiques il y avait dans l'eau qui t'apparaissait limpide, dans laquelle tu as fait du kayak, tu as nagé, tu t'es baigné. Oh, donc, ça devient un appareil super ludique pour faire de la participation citoyenne. Ça, c'est un des organismes que je supporte et que je lis sur le cœur. Donc, après ma traversée, la Fondation Charles Bruno m'avait approché pour être porte-parole d'un événement. Ça se déroulait à l'époque, 2014, c'était 4 jours autour de l'île de Montréal en kayak pour les enfants malades. Et puis, ben c'est ça, je suis devenue porte-parole de l'événement, mais là, depuis 6 mois, je suis devenue marraine de l'événement. Donc, c'est quoi la différence? Super cool. Ben, en fait, porte-parole, mon rôle, c'était en parler dans les médias et tout, mais là, c'est devenu un rôle beaucoup plus... c'est comme devenu mon bébé. Tu sais, c'est comme moi un peu la maman du projet, là, la marraine du Circuit Bleu. Fait que je suis là, je peux assister aux réunions techniques d'organisation.
tu sais, aux rencontres des organisateurs et tout. Tu sais, j'ai comme ma petite carte chouchou maintenant. Je l'avais pas mal avant, là, mais là, c'est pas mal plus, tu sais, comme, on dirait qu'ils m'ont mis un peu dans l'ADN de l'organisation du Circuit Bleu. Tu sais, je trouve que c'est une belle marque. Tu sais, avant, on était plusieurs porte-parole, puis là, c'est plus moi, la marraine de l'événement. Fait que je trouve ça cool, ouais. Cool, absolument. Puis, ouais, c'est super cool. Puis, tu sais, ça vise à faire une levée de fonds pour les enfants atteints de cancer et de leucémie, mais pour moi, c'est plus que ça. Tu sais, c'est comme, regarde, tu sais, tu t'inscris au Circuit Bleu, puis tu peux venir 3 jours autour, maintenant c'est 3 jours, donc 3 jours autour de l'île de Montréal, découvrir le fleuve par une autre. Tu sais, tu penses pas faire le tour de l'île de Montréal en général. Tu sais, tu t'en vas dans le bois ou en Gaspésie ou ailleurs au Québec, mais c'est un trésor autour de l'île, là, c'est tellement beau. Tu vois pas Montréal de la même façon après. Fait que ça rejoignait vraiment, mais en fait, ça rejoint toujours mes valeurs environnementales, tu sais. Se rapprocher du fleuve, le découvrir, le connaître pour mieux le protéger, hein, comme disait Cousteau. Inconsciemment, je pense que l'aventure, le plein air, tout ça fait que tu es plus conscient de la nature, tu sais. Ouais. Ça fait que tu as le goût de la respecter davantage. Oh, puis tellement. Ouais. J'ai été au Mont-Royal, le 3 jours avec avec mon ami Gaël, on a monté. Puis on prend les chemins qui sont plus ou moins, pas en gravel, mais les autres chemins qui sont plus de bois, tu sais. Puis on arrive à une place, quelqu'un fait un feu, mais tu sais, il y a des canettes de bière partout, il y a des paquets de cigarettes à terre. Là, je pense que, comme je disais à Gaël, maintenant, je vais hiker avec un sac de poubelle dans mon sac. Puis dès que je croise quelque chose, je le mets dans mon sac, puis je ramasse tous les déchets qui traînent, parce que même, tu sais, au Mont-Royal, qui laisse des déchets? On a vu des copes de café, de plein de coffee shop à terre, ça me fait capoter. Fait que faire le tour en kayak du fleuve, puis de faire les berges, tu vois un peu aussi à quel point c'est beau, puis à quel point il faut qu'on garde ça propre. Ah oui, tellement. Puis, ouais, c'est très cool. Puis là, depuis aussi, tu fais des conférences, justement. Oui, exactement. Ça fait beaucoup. Là, je pourrais te parler de plein d'autres organismes, là, mais c'est mes deux chouchous que je te partage aujourd'hui. J'ai travaillé aussi avec le Festival Zéro Déchet de Montréal. J'ai développé plein de trucs avec différents organismes. Puis, j'ai même été sur le CA du Centre québécois du droit de l'environnement. Tout ce qui touche l'environnement, l'accès aux fleuves, je trouve ça tellement important parce que, comme tu dis, tu sais, quand tu la côtoies, la nature, tu sais à quel point c'est important de la protéger. Donc, d'emmener les gens à la nature, d'emmener la nature aux gens pour qu'on puisse, tu sais, l'aventure, c'est pas juste sur le milieu de l'océan, ça peut être juste sur les abords du fleuve Saint-Laurent, là, à 20 minutes de chez vous, là. Ouais. Je pense qu'en vélo, on fait souvent la route qui mène à la Récréathèque. Ah oui, Récréathèque, c'est ça? Oui. C'est un chemin en vélo que tu fais qui est vraiment comme sur le fleuve. Tu as de l'eau à gauche, de l'eau à droite. C'est vraiment sur le bord de Montréal, ça se rend jusqu'à, je pense, Sainte-Catherine, ça arrive sud. Ah oui, OK, non, c'est-tu la récré? Je sais plus. Je sais pas. On va se le dire dans les commentaires. C'est genre 20 minutes, même pas de vélo de Montréal. C'est incroyablement beau. Il y a des arbres partout, il y a des vagues. On dirait que t'es même pas à Montréal, tu sais. Mais reste que, encore là, on a vu des déchets, on a vu des trucs. Fait faut renouer avec la nature pour l'apprécier et la protéger. Oui, tout à fait. Oui, c'est important. Ouais. Donc là, si on parle du début, évidemment, tu en parles en pleine conférence, mais on en parle encore aujourd'hui parce que c'est une traversée et une aventure que je trouve incroyable. Tantôt, tu l'as mentionné, c'est un jeune malade qui t'a inspiré à faire ce truc-là. Parlons un peu de qu'est-ce qui s'est passé avant l'aventure. Tu es préposé aux bénéficiaires, tu fais du plein air, c'est quoi ta vie? Mais écoute, je fais pas tant de plein air à l'époque où je découvre la navigation. Je suis pas, tu sais, ma famille, c'est des gens assez plein air, tu sais, ski alpin l'hiver, puis camping. On appelait ça du camping forcé puis du ski forcé, là, quand on était petites, ma soeur et moi, mais on aimait ça, là. C'est juste que, tu sais, on se posait pas de questions d'aller en ski, tu sais, puis c'était ça notre week-end, tu sais. Puis l'été, c'était du camping, tu sais, puis on était près de la nature, on faisait tout le temps des activités ma mère est super sportive encore aujourd'hui. Donc, tu sais, le sport, le plein air, en fait, ça a toujours fait partie de nos vies, mais tu sais, quand tu deviens adulte, entre 27 ans, tu travailles, tu commences ta vie d'adulte. Moi, j'avais arrêté les études postsecondaires, j'avais fait un cours pour être préposé aux bénéficiaires, puis ça me convenait pas tant comme travail parce que j'étais beaucoup trop créative, puis beaucoup trop axée, tu sais, communication et tout. Puis, tu sais, mon rôle, ce que j'aimais au CHU Sainte-Justine, c'était d'accompagner les enfants, tu sais, de les connaître, puis d'approfondir des relations avec eux, tu sais, de bien connaître mes patients puis leur famille. Donc, pour moi, c'était ça mon rôle. Puis, tu sais, bien sûr, la sécurité du département et tout, puis tu sais, le soin des patients, mais par-dessus tout, pourquoi je restais là, c'était le contact avec les patients. Et
ça me convenait pas du tout comme emploi parce que, ben c'est ça, j'étais comme un petit peu un oiseau en cage, tu sais, je me sentais toujours muselée ou, tu sais, toujours, j'avais des projets puis je dérangeais beaucoup, là, tu sais, j'ai fait rentrer des bacs à récup sur plein de départements, tu sais, j'ai fait faire plein de changements puis ça énervait le monde, là, fatigante, ça nous emmène tout le temps à être plus performants, tu sais, puis à nous en demander plus, tu sais. Ouais, fait que c'était pas toujours facile, tu sais, je me sentais comme jamais avoir les moyens de faire les changements que je voulais. Puis j'étais trop sensible pour travailler dans un milieu où il y a du sang et des bras cassés et des enfants qui pleurent et j'étais pas à ma place. Ouais. Donc, je savais qu'autre chose m'attendait. Donc, j'étais retournée aux études en communication et puis à l'Université de Montréal. Puis, durant mon DEC universitaire, j'ai fait un AEC à l'Université de Montréal, ben, j'ai découvert la navigation. Donc, à partir de là, j'ai découvert ce que je pourrais faire dans la vie. Tu sais, je pourrais naviguer, je pourrais voyager, je pourrais avoir des clients à bord d'un bateau, ça pourrait être ça ma vie, tu sais. C'est vraiment là que j'ai eu la piqûre, tu sais, parce que le plein air pour le plein air, je n'étais pas si douée pour ça, tu sais. J'en avais fait avec ma famille, mais pas par moi-même. Je faisais du camping avec mes amis, mais tu sais, c'est plus du camping quand tu as 22 ans, c'est plus pour aller prendre un coup avec tes amis dans le dos. C'est ça, c'est plus ça. Fait que je sais pas. Tu as navigué où la première fois? Sur le lac Champlain? Au lac Champlain. Donc, c'est ma sœur qui m'invite au lac Champlain sur le bateau de son nouveau chum. Alors, je m'en vais au lac Champlain avec mon copain et ma sœur et son copain. Puis, on passe 3 jours sur le voilier. Puis, tu sais, c'est comme une révélation pour moi. Là. Je me dis, c'est la première fois que je vis quelque chose. Tu sais, c'est du camping sur l'eau, finalement. Là. J'ai vraiment aimé ça, donc je voulais faire quelque chose, pardon, par rapport à ça, la navigation, mais la voile, vraiment précisément. Puis de fil en aiguille, j'ai découvert la rame océanique en faisant des recherches sur le web. Puis là, ben, après, ça n'a plus jamais été pareil. C'était comme un peu comme si le projet m'avait choisi. C'est comme si je ne pouvais rien y faire. J'ai essayé de penser à d'autres choses, ça ne marchait pas. Fait que je me suis lancée là-dedans. D'où l'importance d'essayer une tonne de choses dans la vie, tu sais. Quelqu'un t'invite à faire quelque chose, ce jour-là, tu aurais peut-être pu dire non, je ne vais pas sur le lac Champlain. Finalement, tu as rien fait. Vraiment. Ça a changé ta vie, tu sais. Faut essayer plein de choses, plein de sports, même si ça a l'air plus ou moins intéressant, on ne sait jamais quelle passion on peut découvrir. C'est ça. Qu'est-ce qui va vraiment nous piquer puis nous passionner pendant des années. Puis on ne sait pas accepter quelque chose. C'est juste accepter d'aller faire un tour de bateau, accepter de sortir de ta zone dans laquelle tu es bien, tu es confortable, tu te sens chez toi, tu te sens en sécurité. Ben des fois, ça peut t'emmener vers des horizons que tu n'as même pas, tu sais, que tu n'as même pas exploré dans ta tête. Là. Ouais. Non, c'est ça. Tu tombes en amour avec la rame océanique, mais d'où vient l'idée de dire je vais traverser l'océan? C'est sûr que ça a été comme un long processus parce que j'avais peur d'être immergée dans l'eau. Moi, ça a vraiment été Jazz là, qui m'a traumatisée quand j'étais petite. Là. Fait que j'ai jamais aimé ça, me baigner dans l'eau en général. Là. J'ai fait plein de sports nautiques, mais je tiens sur des skis nautiques. Là, je tombe pas. Je déteste ça. Mon père avait un bateau moteur, là, puis on faisait plein de sports, de la trip, plein d'affaires, mais moi et ma soeur, on n'a jamais aimé se baigner seul. Là. Jazz a été un traumatisme pour nous. Et puis, quand j'ai compris qu'en rame océanique, tu pouvais pas vraiment aspirer à ça si tu pouvais pas descendre dans l'eau pour nettoyer la coque de ton bateau par toi-même parce que il y a plein d'anatifs, plein de barnacles qui vont populer là, le dessous du bateau, donc ça va ralentir le bateau. Fait que pour être capable de rejoindre l'autre continent, il faut que tu descendes 2-3 fois pour gratter la coque. L'Atlantique Nord, c'est peut-être 2 fois. L'Atlantique Sud, on le faisait à toutes les semaines. Là. J'ai traversé du Maroc à la Barbade, puis après 2 semaines, là, on descendait à toutes les semaines. Tous les dimanches, on grattait le bateau. Wow. C'est plus chaud, il y a plus d'espèces, là, mais dans l'Atlantique Nord, je l'ai fait une fois. Il était temps que je le fasse quand je l'ai fait. Mais ça me rebutait. Ça ne me tentait plus là, de traverser l'océan quand j'ai découvert que c'était impossible de réussir sans faire ça. Puis ensuite, pencher sur le bord du bateau de même, puis gratter? Non, il faut que tu plonges. Avec un manche. Moi, je t'aurais inventé une patente, là. Avec une manche, un truc électrique, le Bluetooth. Là. Non, tu peux-tu enlever la glace, la givre sur ton auto qu'un manche? C'est la même chose. Tu peux pas faire ça. C'est dur à enlever comme de la givre sur une auto. Faut que tu grattes. Faut que tu grattes, là. Tu sais.
Faut que tu grattes, puis quand tu pousses, tu recules parce que t'es dans l'eau, t'as pas les pieds au sol, tu sais. Ah, ben oui, j'avoue. T'as pas de Fait que c'est comme, là, gratter ton auto quand il y a vraiment du verglas partout, puis t'as pas de crampons, là. Fait que tu glisses quand tu recules, là, tu sais, tu risques de tomber tout le temps. Fait que c'est pas mal la même chose, sauf qu'elle met des vagues là-dedans, du vent, puis... mais il n'y a pas de requin quand tu Ben, t'essayes qu'il n'y en ait pas, là. T'essayes qu'il n'y en ait pas. Tu regardes avant, là, tu veux pas nécessairement... Non, c'est pas le fun. T'as pas le goût qu'il y en ait, là, mais tu j'aurais eu tellement peur de rentrer dans l'eau seul. Moi, les requins, c'est une de mes plus grandes peurs au monde. Là. Ça vient me chercher. Je suis en parle, je suis anxieux. C'est du jazz, toi aussi? Des quoi? Est-ce que c'est jazz qui t'a traumatisé, toi non, aussi? du tout. Non, même pas. C'est juste qu'on dirait que je me dis que les requins sont sneaky, ils vont tellement vite, ils te pognent par en dessous. Je sais pas, j'ai moins peur d'un ours, mettons, qu'un requin. Un requin, ça me stresse vraiment beaucoup. Je sais pas pourquoi. Mais je sais pas, moi, à choisir entre un ours ou un requin, je suis pas capable. Tu sais, un grizzly, un requin, je pense que je prendrais un petit requin. Mais, moi, je suis le grizzly, là, ça va y aller. Ça va être un combat à main nue. Vrai, mon Dieu, on fait juste en parler que mes oreilles, ils bourdonnent. Tu sais, quand t'as peur... Je suis sur Terre avec un grizzly. Tu comprends? Je peux bouger. Même s'il est plus vite, je peux quand même peut-être, couteau quelque chose. Dans l'eau, justement, je suis off. T'es pas dans ton élément. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est que t'es pas pantoute chez vous. Là. Ben, t'es pas chez vous face à un grizzly non plus. Je suis dans l'eau. Qu'est-ce que je fasse? Je peux pas me tenir nulle part. Mes coups sont super au ralenti. Tandis que sur Terre, je me dis, tu sais, encore là, je sais de ça, mais s'il y avait un grizzly, sûrement que je partirais en courant pareil, mais reste que... Ouais. Ah, puis tu sais, tu t'apprends plein d'affaires, tu sais, quand tu fais du plein air, puis tout, s'il y a un ours, faut que tu fasses ça de même, puis ça, c'est notre poivre, puis c'est ça, l'ours puis le grizzly, c'est pas pareil, là. Non, c'est deux affaires. Mais là, au Québec, on n'a pas de grizzly, je pense, là. Non, dans le nord, mais je pense pas. Oui. Non, on n'a pas, mais on a des ours blancs dans le nord, là, mais ouais. Ouais, eux aussi sont dangereux. Eux autres aussi. Mais tu sais, quand, là, tu sais tout ce que tu as à faire, là, une fois que t'es dedans, là, t'oublies tout après moi, tu sais, comme... je sais pas, tu sais... Moi, j'ai juste un ami qui m'a fait peur une fois en camping, qui respirait à côté de ma tante puis qui grattait comme... Puis j'étais sûre que c'était un ours. J'ai vraiment eu peur. Je me suis fait niaiser 5 minutes. Puis pendant ce temps-là, j'étais « OK, c'est un ours, là? Hey, c'est qui est là? » J'ai vraiment eu peur. Puis je revisais comme « Mais là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse si... » Mais je me rappelais plus de rien. Qu'est-ce qui était bon à faire? Puis finalement, faut-tu courir ou pas? Faut-tu faire du bruit? Faut-tu se lever? Faut-tu comme... C'est ça. À ce moment. Mais là, quand tu as gratté ton bateau, là, ça t'a pris plusieurs jours parce qu'il était comme vraiment tard, tu aurais dû le faire avant parce que il était au jour 90, j'aurais dû le faire au jour 50, mettons. T'sais. 40 jours de retard, mettons. Ah oui, au moins. Là. Parce que tu avais peur d'être dans l'eau. Oui, c'est dire que quand je suis allée, ma vitesse de croisière moyenne était à 2,5 nœuds. Normalement, j'étais à 3,5 nœuds. Fait que ça faisait au moins... Mettons, c'est quoi? Attends un petit peu, il faudrait que je te le convertisse. Là. À peu près, mettons. Je ne sais même pas parce que c'est 1,8 milles terrestres à l'heure. Fait que je ne sais même pas 1,8 milles en kilomètres, c'est quoi? Moi, les nœuds, là, ça ne me parle pas en tout. Sûrement un 15 km, non, 20 km. Nœuds kilomètre-heure, m'a dit ça. Conversion de nœuds en kilomètres. Je n'avais pas ça sur l'océan. Moi, je parlais tellement en nœuds que... OK, alors je te raconte ça. 2,5 nœuds, c'est 4,6 km/h. C'est quand même lent. C'est très lent. C'est comme... oups, là, j'ai fait 23 nœuds. 3,5 nœuds, c'est 6,4 km/h. Fait que moi, là, je compare beaucoup ça, là, une marche ultra rapide ou un petit jogging léger, là, c'est la vitesse de mon bateau. Puis quand mon bateau est sale, j'aurais dû te le dire de même, là, mais c'est une marche fastidieuse. Là. C'est une marche pas vite, là, tu sais. Même. Fait que tu te tenais, mettons, puis tu grattais? J'étais attachée, je me tenais, je me tenais sur la corde qui fait le tour, là, puis tu sais, je me repoussais pour comme gratter, tu sais, sans trop reculer, puis et en toujours regardant partout, tu sais, voir... c'est quelque chose qui me guette, tu sais, qu'est-ce qui se passe. Et je suis remontée dans le bateau 3 fois au moins parce que j'avais juste une petite voix qui me disait « Remonte dans le bateau ». Ton instinct. Mon instinct, ma petite voix. Fait que là, je remontais, puis là, je faisais « OK, il n'y a rien ». Je remettais ma tête dans l'eau de chaque bord, il n'y a pas de bébites, il y avait plein de méduses. Fait que je me disais « Bon, ça me donne une perspective ». Tu sais, les méduses qui étaient proches, ils étaient grosses de même, puis celles qui étaient loin, ils étaient toutes petites, puis ils étaient blanches, ils étaient comme très inoffensives comme méduses. C'était pas des méduses toxiques ou dangereuses, mais ça me permettait de me sentir moins seule et d'avoir une idée de la perspective. Parce que là, tu n'as plus trop d'idées de la profondeur à la fin, tu vois, parce que tu grattes tes anatifs puis tu les vois tomber.
Et là, ils sont à 10 mètres ou à 20 mètres ou à 6 mètres? Tu sais, t'as pas d'arbre ou d'auto ou de... Fait que c'est pas évident de savoir, puis c'est toute une affaire parce que, tu sais, quand tu navigues, tu te fais beaucoup dire une main pour toi, une main pour ton bateau, tu quittes jamais le bateau c'est une prothèse, ça te maintient en vie, tiens-toi, attache-toi après le bateau, puis là, il faut tout tu casses ça, le paradigme s'envole en une seconde, puis tu fais comme, non, là, j'oublie tout ça, là, mon entraînement, là, puis là, je saute. C'est vraiment difficile. Tu m'en parles, ça me stresse. T'as-tu des trucs dans l'eau, finalement, ou non, t'as rien vu? Pas pendant que je plongeais, j'ai vu des petits poissons, là, qui m'accompagnaient, mais c'est tout. Ah, qui t'accompagnait. Puis durant l'aventure, j'ai vu tout ce que tu peux imaginer que j'ai vu. Là. J'ai vu une tortue, j'ai même vu un serpent de mer. Hey, wow. J'ai jamais compris. Pourtant, j'avais bien dormi, bien mangé, j'avais pris mon café. J'ai jamais compris ce que c'était. C'était vraiment flyé. T'as-tu halluciné par moment? Là, d'habitude, d'habitude, j'y vais en étapes. D'habitude, dans mes podcasts, là, je vais avec t'as fait ça, là, t'as eu l'idée, là, quand t'as concrétisé, là, moi, je pars dans la question directe, par contre. Fait que là, t'as-tu halluciné par moment ou? Ma première aventure avec les gars, quand j'ai traversé du Maroc à la Barbade en 2010 en 58 jours, j'étais partie avec cette gang-là pour me préparer à être seule sur l'Atlantique. J'étais la seule fille à bord. Et dans ce bateau-là, voyons, pardon, je vais prendre une petite gorgée. Prends une petite gorgée d'eau, prends ça, relax. My God. Et dans ce bateau-là, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait 3 postes. OK, attends une minute. C'est une lumière qui t'a lâché. C'est une lumière qui m'a lâché. C'est le podcast avec le plus de problèmes techniques que j'ai eu à date. J'adore ça. J'ai jamais vu ça. Il y a le micro tapé sur un verre d'eau. Hey, ça y va. Attends, non, ma lumière vient de me lâcher. J'ai jamais vu ça, moi non plus. Moi aussi, c'est l'entrevue où j'ai plus de problèmes techniques, my God. Ben, faut une première fois bon. En plus, moi, je m'étais acheté là, des softbox là, pour. Wow. Mais quand tu as des lunettes, des softbox, ça fait juste 2 gros carrés blancs. Oui, c'est vrai. Fait que là, tu as deux petites lignes, là, c'est ça. Tu as juste ça, au moins, gars, tu vois juste des petites lignes. Puis là, ben, il y a un gros carré en haut, là, mais je te le montre. Tout ça, je le garde, par contre. Hein. Je vais couper le début. Ça, on le garde. Ça, on le garde. C'est trop bon. Donc, je reviens à ma première traversée. Oui. Donc, je pars avec les 5 gars. C'est des Irlandais, des Anglais qui ont parti une équipe pour traverser l'Atlantique en équipage parce que eux, en fait, les 2 fondateurs de l'équipe, c'est Peter et Matt, un Irlandais, un Anglais, qui avaient tenté de traverser l'Atlantique en 2009, l'année précédente, à bord de la Mondiale. La Mondiale, c'est un bateau de 14 gars, 14 Anglais qui faisaient un record du monde pour traverser. Tu sais, c'est vraiment... Eux autres, les Anglais, tu sais, traverser un fleuve, traverser la Manche, tout ça, ça fait partie de leur ADN, là, tu sais, ramer, tu sais, ils sont sur une île. Là. Fait que il y a longtemps que la rame océanique s'est développée chez les Anglais, chez les Irlandais, même les Français. Et eux sont plus du genre à faire plusieurs traversées. Tu sais, les rameurs océaniques anglais, là, ils en font beaucoup. Là, tu sais, comme Leven Brown, celui qui est très connu, là, qui était à bord de la Mondiale l'année précédente, ben il a perdu le gouvernail. Tu sais, ils partent avec pas beaucoup de stock. Tu sais, un petit peu sketch selon moi, là, parce que ils veulent vraiment faire un record de vitesse. Fait que pas de radeau de survie. Ah ouais, on y va. Tu sais, radeau de survie, c'est le plus léger possible, mettons. Oui, ils veulent être le plus vite possible. Mais souvent, leurs aventures se terminent tu sais, pas souvent, mais plus souvent chez ces tentatives de record-là. Tu sais, pas nécessairement chez les Anglais, mais chez ces gars-là qui veulent se pousser. Ben, ils vont finir souvent en déclenchant leur balise de détresse parce que, ben, ils ont emmené moins de trucs que prévu. Puis, tu sais, l'océan, ça finit par plus être vraiment un endroit très hostile à leurs yeux, là, tu sais. Quand tu as été rapatrié 2-3 fois, c'est quasiment normal, là, tu sais. Fait que je te dis, ouais, ces gars-là, ils en ont vu d'autres. Et bon, il y avait 2 gars, 2 de mes coéquipiers qui étaient sur la Mondiale l'année précédente, puis ils ont dit, no way, on a unfinished business with the ocean. Fait que on refait une traversée en équipage. Fait qu'ils ont juste fait un appel de candidature sur le site de la Ocean Rowing Society. Puis j'ai vu ça. Ma mère m'avait suggéré de le faire en équipage avant de le faire toute seule. Fait que je me suis juste... je leur ai écrit un email dans mon anglais le plus rudimentaire, parce qu'à ce moment-là, je parlais pas tant anglais. J'ai eu une entrevue Skype avec eux, puis ils m'ont pris tout de suite. Eux autres, ils ont fait tu veux traverser l'océan toute seule, t'es assez crinqué pour venir avec nous. Fait que j'étais la seule fille à bord. Et comment ça se passait, c'est que c'était un bateau de
34 pieds, donc 10 pieds de plus que mon bateau à rame océanique, là, celui que tout le monde a un petit peu vu, le bateau jaune. Ouais. Là. Donc, beaucoup plus long, mais il y a 3 postes de nage. Donc, il y avait vraiment, on appelle ça les postes de nage, là, mais c'est les postes de rame, en fait. Tu as 3 sièges un derrière l'autre. Alors, le bateau avance 24 heures sur 24. Parce qu'à toutes les 2 heures, en fait, à toutes les 2 heures, le siège, il change de rameur. Donc, moi et Pedro, on alternait tout le temps. On était au même poste. On était 2 assez grands. Les 2 premiers, ben, c'était 2 plus petits gars, là, les 2 premiers qui ramaient devant. Et au centre, c'était Matt et Peter. Donc, tu avais le capitaine puis le second. Mais tu dors quand? Dans 2 heures? À toutes les 2 heures. En fait, moi, fait ça changeait aux 40 minutes. Donc, moi, c'était de minuit à 2, puis de 2 à 4, je me reposais. Mais de minuit 40 à 2h40, c'était le siège du centre qui changeait. Puis de 1h20, donc 40 minutes plus tard, de 1h20 à 3h20, c'est le siège numéro 3 qui changeait. Okay. Donc, ça faisait en sorte qu'aux 40 minutes, tu en as juste un qui switch. Donc, le bateau a toujours pas mal la même rigueur. Donc, tu vas ramer durant toute la traversée avec 5 coéquipiers différents. Le seul avec qui tu rames pas, c'est celui qui te remplace quand tu te reposes. Tu sais. Fait que ça faisait en sorte que c'est un peu technique, toutes ces explications-là, mais c'est juste pour te mettre en situation, puis que tu saches que le bateau, il avance 24 heures sur 24. On est là 58 jours. On a arrêté une fois 6 heures pour les conditions, puis une fois 12 heures. Excuse-moi, une fois 3 jours. Puis les dimanches, on prenait des breaks de 3 heures pour se baigner, chasser, pêcher le poisson, puis avoir un petit party, là. Okay. Mais à tous les dimanches midi, c'était comme le jour du Seigneur, là, où on arrêtait puis on se baignait. Mais sinon, c'était non-stop 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand tu rames 2 heures, ben là, Mané, tu organises ton prochain 2 heures de congé. Tu es là comme, OK, bon, tu penses juste 2 heures à la fois. Puis là, ton prochain 2 heures de congé, ben il faut que tu bouffes, tu es affamé. Il faut que tu te laves au wet ones vite, vite. Tu fasses tes coms. Tu sais, OK, j'envoie des nouvelles à mon équipe, à ma famille, mes amis. Puis là, maintenant, ton adrénaline est tout le temps là. Là, il y a quelqu'un, après 40 minutes, qui change de siège. Fait que là, l'énergie change sur le bateau, ça compte des blagues sur le pont, t'es pas capable de dormir. Ça revient vite, là, ton prochain 2 heures de rame. Fait que ça a fini qu'après 2 semaines, dans les 2 premières semaines, je pense que j'avais dormi comme 3 heures par nuit. Et là, j'ai commencé à halluciner. Mais tout le monde a halluciné à un moment différent de la traversée. Moi, ça a été après 2 semaines. Écoute, j'étais... Puis, tu sais, c'est ça le problème. Quand tu hallucines de fatigue, c'est que tu es tellement dans ton histoire là, que tu comprends pas que tu hallucines. Tu sais, moi, là, je parlais, puis je disais aux gars, les chiens nous suivent, tu sais. Donc, j'entendais des chiens de traîneau, puis moi, je pensais qu'il y avait une course de chiens de traîneau, puis qu'on allait gagner. Puis que les chiens nous suivaient, puis que c'était toutes comme des voies différentes sur l'Atlantique. Puis je voyais les lignes jaunes d'autoroute sur l'eau. Fait que je voyais vraiment les lignes doubles, les lignes pointillées, tu sais, puis les trucs pour pas que tu te réveilles là, de chaque côté de la route, là, tu sais, quand tu t'endors au volant. Fait que ça a duré vraiment toute une nuit. T'es sûr que les parties le dimanche, ça n'allait pas avec une coupe de consommation? Parce que... non, il n'y avait rien d'autre à bord du bateau. Bon, les gars avaient des cigarettes, là, mais c'était pas mon fort. Aïe. Ouais. Quand est-ce revenu? Ben en fait, quand ça arrive, là, nous autres, ce qu'on se disait, c'est qu'il faut pas que tu contraries celui qui hallucine. Faut comme tu le réveilles un peu, puis il démontre raison, tu sais, que ben non, il n'y a pas de chien, tu sais. Ferme tes yeux, tu sais, on va comme juste comme... On ramait les yeux fermés, puis des fois, je te jure, je dormais, là. C'est comme si je dormais, je m'endormais en train de ramer, tu sais. Puis des fois, quand il y en a un qui s'endormait en ramant, on le laissait juste comme là, on accrochait ses rames, là. Puis des fois, la personne, elle ramait, tu sais, elle s'endormait de même avec ses rames. OK, je pense qu'il dort, OK, on lui donne un break. OK, c'est bon, tant que ses rames ne nous accrochent pas. Fait que, tu sais, les rames, ils restaient comme en suspens de même parce qu'ils s'endormaient dessus. Puis, drôle, ça durait une demi-heure. On était là, OK, c'est correct, ça fait une demi-heure, tu dors, le rame, là, t'es lourd, là, tu sais. Mais là, physiquement, tu te prépares comment à un expé comme ça? Ben, en fait, la préparation, là, ce que les gars me disaient, c'est juste en Grèce un peu avant de partir parce que tu vas tellement avoir de la misère à t'acclimater à la charge de travail, puis aussi à l'océan, puis aussi sickness, au mal de mer, que t'es mieux de prendre un 5 à 8 livres, 10 livres avant de partir parce que tu vas fondre si tu le fais pas, tu sais. Fait que c'est vraiment bizarre. On était tous un petit peu bedonnants en montant sur le bateau. Ça, c'est de la préparation.
Mais physiquement, tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait Mais non, j'ai fait un peu de jogging, puis de rame. Puis, tu sais, je traversais le lac Saint-Jean à la rame. J'ai fait plein de petites affaires, puis je faisais partie de l'équipe d'aviron de Montréal. Là, fait que je faisais un peu d'entraînement d'endurance. Je faisais du rameur 2 heures par semaine, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est vraiment d'être prêt mentalement. Puis, tu sais, pour être capable de soutenir la charge mentalement, tu sais, ce qu'il te faut, c'est de la musique dans ton iPod, des écouteurs de rechange, des messages de tes proches, une enveloppe à ouvrir par semaine avec des petits cossins, des cadeaux, des autocollants, n'importe quoi pour comme te garder un mindset, tu sais. Tu sais, moi, je mettais des bonhommes sourires sur mes rames, tu sais, j'essaie, tu sais, tous ces petits cossins-là, ces niaiseries-là, ils font vraiment un changement dans le quotidien, tu sais. Fait qu'un carnet pour écrire tes pensées. Moi, j'avais une enregistreuse, je m'enregistrais, fait que je pestais, ça m'énervait, je parlais en français, personne ne comprenait, je disais, il m'énerve, lui, il fait ça, ça, ça. OK, bon, à ce temps, j'ai dit à quelqu'un, mon enregistreuse, ça va mieux, puis je peux enterrer ça, mettre ça de côté, puis continuer. Fait que c'était vraiment plus difficile, ça, au niveau social, que ma traversée en solo. Ah, c'est clair. Le défi social, là, c'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Mais là, quand tu as fini cette traversée-là, là, tu te dis, je suis prête à faire traverser solo ou tu as encore des étapes à franchir au niveau de la préparation, au niveau de... Oui, j'avais vraiment beaucoup d'étapes à franchir parce que je suis atterrie à la Barbade en mars 2010 et puis j'ai traversé j'ai commencé en juillet 2013, fait que ça a quand même pris 3 ans et quelques mois avant d'arriver à être prête. Donc, après cette traversée-là, j'ai acheté le bateau. J'étais pas capable de le payer, donc on m'a laissé partir avec, puis je faisais des paiements tous les 6 mois. Je levais les fonds, j'étais pas capable de ramasser les fonds, le financement, donc ça a été extrêmement difficile parce que ça coûtait quelque chose comme 250 000, puis j'avais un salaire annuel de 30 000, tu sais, c'était... Mais le bateau coûtait ou la traversée? La traversée de l'Atlantique Nord coûtait à peu près ça. Le bateau, lui, coûte combien? Le bateau, 45 000. Que tu as payé de ta poche? Oui, que j'ai payé de ma poche, oui. Tu sais, tu ramasses des commandites, mais c'est débile parce que les commanditaires, tu sais, tu cherches au Québec des commandites, là, puis, tu sais, ça m'a coûté 25 000, trouver 21 000 de commandites. Fait que je suis arrivée en dessous de 4 000, ouais. Puis si j'ai embauché des firmes spécialisées en recherche de commandites, là, fait que ces gens-là, je les payais, tu sais, c'était comme une drogue, là, t'es là comme, non, ils vont trouver, là, ils ont tellement travaillé fort, fait que si j'arrête de les payer maintenant, ben ils vont juste comme pas pouvoir se rendre au bout, tu sais. Fait que, puis là, ça coûte cher parce que il y a une entreprise qui veut te rencontrer, t'es à New York. OK, on s'en va à New York. OK, on fait développer un plan de commandite sur mesure. Il faut que je fasse travailler un graphiste. OK, on va dessiner le bateau avec les logos de la compagnie. On va leur offrir des options. Là, c'était tout le temps qu'est-ce qu'ils voulaient en échange, tu sais, qui marchait pas, tu sais, qui coïncidait pas. Par exemple, une grosse compagnie en comment je peux le dire sans les nommer? Une compagnie en produits pétrochimiques, mettons. Okay. On va dire comme ça, tu sais, qui font des produits qui sont dans la vie courante de tous les jours. Eux autres utilisaient un peu ma traversée pour faire du greenwashing, tu sais. Mais tu sais pas, tant que tu les as pas rencontrés et que tu n'es pas allé plus loin dans le processus, tu sais pas vraiment, c'est ça. Fait que, mais c'est une entreprise de médicaments, là, c'est une entreprise pharmaceutique aussi. Fait que tu dis, bon, ben, ils vont peut-être m'associer à une partie de leurs affaires pharmaceutiques. Fait que ça va être bon. Moi, je viens de l'hôpital Sainte-Justine, je travaille avec des enfants atteints de cancer. Ça va comme fitter probablement. Puis finalement, ce qu'ils te demandent, ça n'a aucun bon sens. Tu sais, c'est trop... ouais. Fait que, tu sais, tout ça, ça coûte de l'argent. Un hôtel à New York, t'emmènes des gens, tu les paies. Fait que ça coûtait extrêmement cher, la recherche de commandites. Puis ça a duré quand même... Tu sais, j'ai cherché de 2010 à 2013, donc 3 ans. Puis finalement, ben, je suis arrivée en dessous. Mais qu'est-ce qui a financé? Ça a été la dette. Beaucoup, je me suis endettée. Donc, j'ai emprunté à des gens que je connais, tu sais, qui étaient prêts à prendre une marge de crédit hypothécaire sur leur maison pour moi, là. Wow. Fait que je prenais une bonne assurance vie à leur nom. Je signais des contrats. Puis j'ai un ami Daniel, qui m'a prêté 76 000. Fait que c'est grâce à lui, vraiment. Wow. On remercie Daniel, hein? On le remercie, Daniel. J'en parle dans mon livre de Daniel, là. Oui. As-tu des gens qui ont essayé de l'inverse, de genre peut-être de la famille ou des amis qui ont dit ça, ce que tu vas faire là, ça n'a pas de sens? Ben, mon père, oui. Il y a tellement de monde là, qui ont juste dit. Puis, tu sais, j'entendais des trucs à mon sujet, là, tu sais, ben non, elle fait ça pour attirer l'attention, elle le fera jamais, elle va se sauver que l'argent, elle le fera jamais, puis on peut pas la commanditer. Tu sais, toutes sortes de choses, tu sais, les gens me prêtaient des intentions mal intentionnées, puis
tu sais, de mauvaises intentions. Puis, tu sais, moi, j'étais tout à fait, gars, je l'ai faite, ça a comme pas été... ouais, fait que ça a vraiment été des années très difficiles, tellement que quand les gens me demandent, tu le referais-tu? Ma réponse, c'est toujours, je referais la traversée demain matin. Ben là, j'ai des enfants, ben j'ai un petit bébé, puis j'en ai un autre en route. Fait que, je veux pas... tu sais, je le referais pas maintenant, mais je le referais n'importe quand. Mais la préparation, comme je l'ai vécu, plus jamais je veux vivre ça. C'était tellement difficile. Je comprends. Écoute, je gagnais là, les 2 années avant de partir sur l'Atlantique, je faisais des conférences. J'ai dû quitter Sainte-Justine un jour parce que là, je demandais trop souvent des congés différés. Puis, tu sais, mon ancienne boss me disait, tu peux revenir quand tu veux, tu as de l'expérience, mais tu perds ton ancienneté, tu as démissionné. Ouais. Fait que, tu sais, je me dis, OK, un jour, si jamais ça marche plus, je retournerai préposé aux bénéficiaires. Mais, tu sais, je gagnais 5 000 par année, là. 5-10 000 par année, là, avec mes conférences, là. Fait que je m'endettais. Tu sais, j'arrivais pas à manger correctement, puis c'était vraiment difficile. Mais justement, ton ami Daniel dépasse 76 000 en disant tu vas pouvoir faire la traversée, mais en échange, dans le sens que un coup, tu as fait la traversée, tu n'as pas plus d'argent à la fin rendu là-bas, là. Non, mais moi, ce qui me motivait, c'était, OK, bon, là, j'ai que de petits commanditaires, mais mon entente avec eux, c'est de les faire rayonner. Ouais. Parce qu'eux, ils s'en foutent que j'ai dépensé 25 000 avant. Là. Eux, ils ont mis 10 000, 11 000, 5 000, 6 000, puis ils veulent un retour sur investissement. Fait qu'il faut que je fasse du média. Pour faire du média, ben, il faut que j'aille quelqu'un qui s'occupe des médias. Fait que c'était la seule personne, qui était comme, que c'était sa job, là. Ouais. Mon amie Dominique, elle a travaillé, là, Dominique Ladouceur, là, tellement fort durant toute l'aventure, là, puis avant, elle a fait du bénévolat, là, elle était payée, mais c'était des pinottes, là, elle était vraiment, vraiment, vraiment dévouée au projet. Tu sais, là, quand tu as des demandes d'entrevue, tu dis jamais non, parce que tu dis, ben là, il faut qu'elle travaille pour les avoir, ces demandes d'entrevue-là. Puis, OK, ben tous les médias veulent l'entendre parler. Puis, fait que je faisais des entrevues à tellement de monde. Mais là, les minutes de téléphone satellite, ça coûte 1,50 la minute. Fait qu'au final, durant l'aventure, on a épuisé nos minutes. Fait qu'on a eu une commandite de minutes. Wow. Donc, on s'est fait commanditer des minutes, on s'est fait refouler ma carte de minutes. C'était super complexe pour la compagnie, là, parce que d'habitude, tu achètes une carte qui se remplit, tu ne parles pas qu'une carte. En tout cas, c'était vraiment, vraiment complexe, là, mais on a réussi à avoir une commandite en cours de route. Ensuite, tu sais, il y a des commanditaires comme ça qui ont embarqué en cours de route. Puis là, comme je faisais beaucoup de médias, ben, on avait des demandes de conférences pendant l'aventure. Fait que je faisais déjà des conférences avant, suite à ma première aventure. Donc là, ça s'est... Tu sais, par exemple, Mylène Chavir sur l'Atlantique, il se passe de quoi? Il parle de moi des médias, 3 demandes de conférences. Tu fais comme, OK, bon, ça va rentrer après, tu sais. Fait que maintenant, je suis conférencière, tu sais, depuis 2010, mais tu sais, c'est ce qui me fait vivre depuis 2014. Mais j'aurais jamais pensé que, là, je fête le 8e anniversaire cette année, là, jamais, tu m'aurais dit ça il y a 8 ans, tu vas encore parler de ta traversée. Jamais je t'aurais cru, là. Mais c'est exceptionnel ce que tu as fait, Mylène, pour ça. C'est quelque chose qui marque. Tu sais, il y a plein d'aventures dans le monde que des gens ont faites qui sont hyper intenses, mais la tienne, quand on l'entend, on est comme, ben non, traverser à rame l'océan. C'est tellement gros, c'est tellement beau, puis c'est dans le temps qu'il n'y a pas beaucoup d'aventuriers non plus, c'est normal qu'on en parle encore. Oui, c'est vrai. Puis tu sais, il y a aussi le fait que, moi, ce qui me fascine, c'est que les gens accrochent beaucoup à traverser, ramer à travers l'Atlantique, mais c'est même pas ça qui est difficile. C'est même pas ramer qui est difficile. C'est même pas de ça que je suis fière. Tu sais, ramer, c'est comme la partie la plus facile de l'aventure. La préparation vers ça? C'est la préparation, puis c'est composé avec les ouragans, les 2 que j'ai rencontrés, et les 29 systèmes dépressionnaires qui m'ont cloué au lit, littéralement. J'étais attachée après ma couchette. J'ai chaviré 10 fois. J'ai pas perdu mon objectif de vue pendant 129 jours, tu sais. Tu as chaviré 10 fois? Oui, 10 fois. Quand tu dis chaviré, là, dans le sens où... chaviré, je vais même te montrer mon bateau. Tu vois ça? Je vais te passer ça. Mais toi, t'es où quand ça chavire? Tu remontes? T'es dans la cabine. T'es vraiment dans la cabine. Donc, ça, c'est un petit modèle réduit de bateau, là. Fait que moi, j'étais dans la cabine ici, là. Tu sais, j'étais vraiment enfermée, les portières sont étanches. Puis chaviré, là, on parle de ça, là. C'est bon. Là, j'ai perdu mon siège à la coulisse, là. Mais là, est-ce que... tu parles tout le temps de ça quand tu chavais. L'eau rentre pas, là? Oui, l'eau rentre. L'eau rentre un petit peu parce que tu as des trappes de ventilation, puis tu penses pas que tu vas chavirer ce matin-là, puis ça te tente de respirer, fait que t'es laisses ouvertes, tu sais, il y a des affaires de même que tu fais. Mais le dernier chavirage, j'ai fait ça comme ça.
On appelle ça sansir en navigation. Sansir? Oui, donc je me suis enfoncée vers l'avant, puis j'ai culbuté complètement. Fait que quand tu chavires comme ça, après le bateau revient comme ça, fait que tu perds complètement le nord parce que tu es tellement habitué de t'orienter avec les éléments, la lune, OK, le soleil, puis là, tu checkes par la fenêtre, tu es là, je comprends pas, mon nez est où? Tu sais, est-ce que le nord il est là? Puis tu es complètement désorienté quand tu sensis, là. J'avais jamais, c'est le 10e chavirage, en fait, là, puis ça a vraiment été très déstabilisant, là. Ça a vraiment été déstabilisant, ce chavirage-là. Si moi, j'avais Sansir, j'aurais vomi là, aussi là, dans la cabine. Là. Ça aurait été l'enfer. Là. Moi, je fais 2 tours sur moi-même puis je vomis. Fait que je me dis que de même, là, ça, c'est les combos là, pour être un peu malade, oui. Mais écoute, c'est pas si pire parce que tu es tellement acclimaté au mouvement, tu es là depuis longtemps. Fait que moi, je dis que, et ça, j'ai souvent tenté de l'expliquer, puis les gens ont de la difficulté à le percevoir, mais c'est comme, tu es tout le temps dans le mouvement. Fait qu'à un moment donné, la vague, mettons que tu veux attraper ton sac de chips, parce que oui, j'avais des chips. Donc, tu vas attraper ton sac de chips, tu fais comme, OK, cette vague-là, non, cette vague-là, non. OK, celle-là. Tu prends un swing avec la vague, tu sais que, mettons, à toutes les 4 vagues, t'en as une plus grosse, fait que tu pognes ton sac de chips sans trop faire travailler tes abdos en paresseuse, genre. Tu te rassois, tu te rattaches, clip, tu deviens comme, moi, je sais que c'est faire l'amour à l'océan, là. Tu sais, il y a tout le temps comme un rythme comme ça qui revient, fait que tu t'habitues à ça. Et avant de chavirer, souvent, le bateau souffre avant de chavirer. Fait que tu reçois on appelle ça des paquets de mer, quand c'est des grosses quantités d'eau qui vont comme, pow, tu sais, arriver sur le pont. Fait que, je me rappelle, durant l'ouragan Umberto, moi, je suis à l'arrière du bateau et je recevais des vagues sur bâbord et arrière, un petit peu bâbord-arrière. Donc, le vent, les vagues et tout ça, ça arrivait du nord-ouest. Et durant 7 heures, à peu près, la récurrence, c'était peut-être à toutes les 5 vagues. Il y avait comme tout un patron qui revenait, puis à toutes les 5 vagues, j'ai compté, puis j'étais, OK, c'est l'impact d'un accident de voiture, là. Ça frappait tellement fort, puis presque sur le côté du bateau, que j'avais mal à la patate, tu sais, j'avais mal au corps. Je me disais, mais non, mais un moment donné, tout va péter, tu sais. Donc, quand j'ai chaviré les 3 premières fois, c'était pendant Umberto, mais c'est très drôle comme choix de mots, mais c'est vraiment voluptueux de chavirer. Parce que pour une fois, le bateau y obéit à la vague. Donc, ça fait juste une cacophonie, puis ça fait juste comme... C'est plus doux. Après ça, tu restes à l'envers quelques secondes, puis ça fait puis ça revient. C'est plus doux que les secousses que tu as reçues depuis 7, 8, 10 heures. Fait que c'est comme, c'est enfin, qu'est-ce qui s'est arrivé, là? J'ai chaviré, tu sais. Une question d'audience. Quand tu chavires, là, blou, comment tu sais que ça va blou de l'autre sens? Parce que le bateau, il est lesté, c'est-à-dire que 80% du poids est situé en dessous du plancher. Donc, la gravité fait son travail, là. Il est très instable à l'envers. Donc, il est dessiné pour revenir à l'endroit. Il n'y a aucune chance qu'il blou et qu'il reste là de même. À moins qu'il se remplisse d'eau. Si tu as la porte ouverte qui se remplit d'eau, là, tu as les pompes automatiques qui vont partir pour éventuellement vider l'eau à l'extérieur puis ramener le bateau. Mais, tu sais, il y a des bateaux français, ceux qui font la Bouvet-Rame-Guyane. Je pense que c'est plus ça le nom de la course, c'est peut-être la Rame-Guyane maintenant. C'est des bateaux en presswood ou en contreplaqué que tu peux commander ton kit, tu coupes tes morceaux puis tu fais ton bateau. Mais tu sais, c'est l'Atlantique Sud, c'est d'accord à la Guyane, la course. Et les gars et les femmes qui font ça, ils ont une espèce de ballon, je sais pas trop comment, là, qui se déclenche. C'est comme un truc que tu tires dessus, puis ça se gonfle et le bateau va revenir à l'endroit. Eux autres, les bateaux sont très bas et puis je pense que ils restent à l'envers souvent. Là. Ils vont rester du mauvais côté. Mais le dessin de mon bateau, c'est un Woodville, puis il est vraiment insubmersible. Il ne reste pas à l'envers s'il est plein d'eau. Ben, s'il est plein d'eau, oui, mais on vide l'eau, puis le travail se fait. Puis, parlant de tempête, là, est-ce que tu la vois venir? As-tu le temps de faire « OK, bâbord, cossin, ferme la porte. » Oui. On s'attache. Oui, parce qu'en fait, sur l'océan, tu n'as pas tellement de... Tu sais, la météo en haute mer, là, c'est pas comme sur Terre. Tu sais, tu as un fetch incroyable. Le fetch, c'est, tu sais, la quantité d'eau, la quantité de surface sur laquelle la météo va se développer. Tu n'as pas de building, tu n'as pas de vallée, tu n'as pas d'arbres, de rivières, tu n'as rien qui va venir gêner
t'as rien que de l'emprise, en fait, puis qui va freiner la météo. Ouais. Donc, j'espère que j'explique bien le fait. Oui. Donc, quand ton équipe te dit, OK, vers 4 heures du matin, il va y avoir un petit... Ça va piquer up, là, tu vas avoir comme, mettons, de 7 nœuds, tu vas passer 7 nœuds de vent à 11 nœuds, puis là, vers 5 heures du matin, là, 6 heures du matin, ça va encore augmenter. C'est assez précis. C'est vraiment, les données météo sont vraiment, vraiment très, 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 très précises. Tellement que tu peux vraiment voir là, d'heure en heure les changements. Fait que moi, j'avais la météo d'avance, puis on faisait une stratégie, une tactique, moi et l'équipe au sol. Il y avait Michel et Hermel, là, qui étaient pas mal les gens les plus proches là, au niveau de la technique puis de la météo. Donc, je pouvais prendre des décisions, tu sais, avec Michel qui faisait la météo, puis Hermel qui faisait la technique. Donc, Hermel, il y avait un petit bateau, il y avait une rose des vents chez eux, puis il essayait de voir, OK, elle va être dans telle situation. Mylène, je te conseillerais de mettre ton ancre flottante sur bâbord parce que dans 6 heures, le vent va changer. Moi, j'ai eu le temps de penser à ça, là, je te suggère de faire ça. Puis, tu sais, on travaillait comme ça là, pour que... Ouais. Puis là, tu as fait un cours en urgence en mer en Angleterre ou un truc comme ça. Oui, c'est ça. Donc, un cours de survie en mer en Angleterre. Mais, tu sais, c'est un cours qui est basé, qui est conçu plus pour les gens qui vont faire du commerce en haute mer, là, tu sais, des traversées commerciales, des gros paquebots. Alors, c'était quand même assez drôle parce qu'il fallait sauter d'une piscine comme à 40 pieds dans les airs, tu sais. Ah, comme si tu sautais du bateau. Oui, c'est ça. Moi, je dis, OK, bon, j'y vais, là. Mais, tu sais, puis il fallait comme être habillé d'une soute, comme les gars sont habillés dans leur soute, là, tu sais, sur des bateaux. Puis, il fallait enfiler des combinaisons de survie. Ça, j'en avais une. Fait que c'était vraiment intéressant. Mais il y avait tellement de choses qui n'étaient pas à propos pour moi, mais c'était le fun parce que, tu sais, ils ferment les lumières. C'est une immense piscine, là. C'est comme, il y a des grosses turbines qui font du vent. Là, ils te mettent des éclairs, tu sais. Dans le gros d'une tempête, il n'y a pas tant d'éclairs et de tonnerre, là, mais bon, ils te mettent ça de même, tu sais, let's go. C'est vraiment cinéma. C'est vraiment comme un truc de cinéma, on dirait. Et là, tu as la piscine à vagues en bas. Fait que quand tu sautes dans l'eau, tu sais que c'est un exercice, là, mais là, il faut que tu trouves le radeau de survie. Tu montes à bord, puis là, il faut que tout le monde se compte, tu sais, parce qu'on a tous un numéro, apparemment, là, quand on est sur un bateau, puis tu es comme en diade avec quelqu'un, il faut que tu trouves ta diade, la personne avec qui tu es pairé. Puis, on a encore des problèmes techniques, c'est fou, hein? Ah, j'ai pas vu ce coup-là. OK, non, ça flash. Je te parlais d'éclair, puis ça s'est mis à flasher. Donc, mais c'était une super bonne préparation. Puis on était, moi puis Pedro, là, le gars avec qui j'ai traversé en équipage, on était comme les héros de ce cours-là. Ça durait une semaine. Puis tu sais, eux autres, ils allaient en marine marchande, les gars avec qui on était. Puis moi, j'étais la seule fille dans le cours de 30 personnes, tu sais, puis... aïe, ils vont traverser l'océan à la rame. On était quasiment les vedettes. C'était très, très drôle. Ouais. Puis, y a-tu des choses que tu aurais voulu être préparé, que tu n'as pas été préparé? Que tu t'es dit, ça, t'as vu, j'aurais dû passer plus de temps à faire ça ou ça? Attends, je pense que oui. En fait, il y a des affaires techniques. Il y a des affaires comme réparer des antennes, puis des trucs. J'aurais dû en péter avant de partir, puis d'en réparer, tu sais. Il y a des affaires, faire du carbone, réparer une rame en carbone. Hey, je savais vraiment pas dans quoi je m'embarquais, là. J'aurais tellement dû... Ouais, je comprends. Ah oui. Il y a des affaires, là, j'étais innocente, là. Vraiment, moi, je pensais qu'avec mon kit de carbone, j'allais être correcte, puis tout. Hey, là, tu sais, du carbone, ça peut t'arriver dans les yeux, il y a du vent, tu sais, genre, j'avais pas de bon équipement pour me protéger. Il y avait du carbone partout sur le bateau, tu sais, c'est pas l'idéal, là. Non, j'ai pas... Aïe. Mais tu sais, en même temps, ça fait partie de l'aventure parce que tu te dis, bon, tout ce qui devrait... Tu sais, j'avais déjà entendu ça, si tout se passe comme prévu, rien ne devrait se passer comme prévu. Fait que, tu sais, t'emmènes des backups, puis tu penses que t'es prêt, puis tout ça, puis là, une fois que t'es dedans, tu peux pas t'entraîner à faire face à l'imprévisible, tu sais. Ah, c'est de l'imprévisible, là, sinon tu n'aurais pas pu tout penser à tout au complet, là. Non, c'est ça. Mais tu fais de ton mieux. Tu fais vraiment de ton mieux là, quand tu te prépares, mais c'est... Ouais. Puis au niveau de la santé aussi, tu sais, j'aurais peut-être dû... j'ai pris pour acquis que j'étais en bonne santé mentale, mais, tu sais, puis avec les gars, ça n'avait pas été facile. Fait que je me disais, comment non, j'étais à l'abri de ça, moi, craquer, là, puis pleurer tout le temps. Non, mais ça a été vraiment difficile, là. Il y a des vendredis, un vendredi j'ai appelé le vendredi noir, là, où... il y a eu une bombe, là, tu sais, dans ma boîte courriel, là, il y a un dude, là, qu'on connaît, qui avait accès à mon courriel, qui m'a juste dit que j'allais mourir, puis que j'étais trop au nord, puis Tu sais, un pas correct, là, tu sais. Fait que, écoute, ça m'a travaillé l'esprit pendant 36 heures, j'étais sûre que c'était fini, puis que, tu sais. Mais là, à défaut d'avoir l'autre
l'autre tracé que tu as fait avec plein de gens, tu étais seul, là, la solitude, à quel point c'est venu te chercher? En fait, la solitude, hey, c'est vraiment tannant, hein? Je C'est vais y assez aller. fermé, hein? Moi, On peut laisser assez fermer. fermer, on la voit, C'est puis bon. on bien Tiens, beau de même. je vais approcher cette lumière-là, puis on va être. Mais pour elle, tu manques pas d'éclairage du tout. Tiens, parfait. Fait que la solitude, je pense que là où c'était pesant, c'est juste quand venait le temps de faire de quoi de physique. Tu sais, par exemple, enlever l'éolienne voyons, excuse-moi, enlever l'éolienne, enlever l'angle flottante de l'eau, là. Ouais. Tu sais, c'est un gros parachute sous-marin que tu mets dans l'eau. Et j'ai eu des problèmes techniques avec ça parce que il y avait un nœud dans mon cordage, puis à un moment donné, je me disais, faut-tu que je plonge? Tu sais, hey, où mon angle flottante? J'arrivais pas à voir. Fait que ça a pris des heures avant que je trouve une solution. Tu sais, j'ai fait une espèce de poulie sur le pont, tu sais, pour décupler la force, puis je grimpais sur le fil entre les deux garde-fous, puis là, j'arrivais comme à tirer sa corde. Puis tu sais, c'est en parlant à un des gars avec qui j'avais traversé l'océan, j'ai juste appelé pour dire, qu'est-ce que tu ferais à ma place? T'sais, explique-moi ton problème, c'est ça mon problème. OK. Fait que moi, je ferais ça, tu sais. Fait que ça a vraiment été difficile au niveau physique de prendre des décisions toute seule puis de dire, OK, là, c'est le même que je vais faire ça. Tu sais, j'aurais aimé ça avoir juste une troisième main des fois. Ah ouais. Ah, c'est vraiment, il y a des frustrations de même. Pourquoi je suis là? Ouais, tu te filmais pas, là, il n'y avait pas comme de FaceTime possible. Tu avais un téléphone satellite, Non, tu n'as c'est pas juste filmé la situation. Non, j'avais pas de vidéo parce qu'en 2013, c'était encore téléphone satellite, c'était 8 microbits la minute. Oh. Fait qu'une photo de 70K, là, très, très low res, là, pour mes réseaux sociaux, c'était ça, là. Puis ça durait 40 minutes à envoyer la photo de 70K, là. Puis ça coûtait 40$. Fait que... Ça vient cher la photo, là. Ouais, une petite photo par jour, ces réseaux sociaux, là, ça vient cher, là, tu sais. Si on parle de solitude, là, tu t'occupais, qu'est-ce que tu faisais? Une année, je veux dire. Ah, mais moi, je me suis jamais ennuyée. C'est drôle parce que sur le bateau, tu as tellement d'entretien à faire. Tu sais, ne serait-ce que le pont, il faut que tu le brosses pas mal aux 2 jours parce que tu glisses, même s'il y a du sable dans ta peinture puis que c'est antidérapant, là. Il y a plein de petites algues qui arrivent sur le pont. Fait que j'avais une brosse puis je récurais le pont à tous les 2 jours. Tu sais, souvent dans les films, tu vas voir les gars qui entretiennent le bateau, mais t'as comme pas le choix, là. Ça devient tellement glissant, là. Puis le sel, en fait, l'eau de mer, là, l'eau de l'océan, c'est comme gras, en fait. C'est tout le temps sale. Il y a plein d'éléments là-dedans. Fait que tu sais, nettoyer les panneaux solaires avec une perche parce que tu peux pas nécessairement grimper sur le top du bateau. Tu sais, juste, OK, faire un petit touchdown à l'équipe au sol. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui est à réparer? Essayer de réparer une antenne. Jamais y arriver. Réessayer d'une autre façon. Jamais y arriver, tu sais. Finalement, j'étais collée avec mon antenne dans le hublot puis c'est le même, ça a marché jusqu'à la fin du voyage. Mais tu sais, ça a vraiment été beaucoup de choses à faire. Puis juste entretenir le bateau, là, je parle de mettre la cabine en ordre, tout le temps rendre ça sécuritaire, s'assurer que les piles soient pleines d'énergie, faire de l'eau à partir du désalinisateur d'eau, soigner tes petites ampoules, tes petites blessures, parler au médecin, faire des touchdowns avec l'équipe au sol, tu sais, recevoir les fichiers météo, les analyser. À un moment donné, j'ai juste dit à mon équipe, garde, je suis pas une vraie navigatrice, là, je le fais pas. Je fais pas ma météo, j'ai pas le temps. Fait que mon routeur météo, il m'envoyait plus les fichiers, il m'envoyait plus les fax météo, puis il disait, je vais l'analyser pour toi, là, puis je vais te dire où aller, tu sais. Fait que c'était rendu comme, juste, je me disais, garde, la merde de l'orgueil, là, puis dire comme, ah non, non, j'ai fait ma météo, hey, t'as d'autres choses à faire, tu sais. Mais t'apprends où à naviguer? Qui c'est qui t'apprend à naviguer dans l'océan? Il y a un cours de navigation privée? Ouais, ben moi, j'ai appris à naviguer. Ben, j'ai navigué avec les gars là, en 2010, la première traversée. Fait que là, tu sais, j'ai vu un peu comment ça se passait. Puis j'ai fait des cours de navigation en Angleterre aussi. OK. Mais tu sais, c'est de la navigation côtière. C'est comme, ils te montrent comment lire une map, comment te servir du compas, comment regarder, tu sais, calculer, estimer qu'en voyant l'église sur le bord, puis qu'en voyant ça, tu sais, si t'as pas de GPS, tu peux estimer que les courants, comment, tu sais, la vitesse sur fond puis la vitesse sur l'eau, c'est pas pareil. Tu sais, t'apprends des choses de base, mais il y a peut-être 10% là-dedans qui vont me servir en haute mer parce que t'as un GPS puis t'as tes cartes, mais tu vas pas te badrer de sortir tes cartes quand tu as un GPS puis que tu es bien mieux de te reposer puis de prendre soin de toi que d'être orgueilleuse puis de dire j'ai pris mes cartes puis j'ai fait une marque à tous les jours. Fait que on le faisait avec les gars en 2010, là, donc on prenait une carte puis là on faisait comme à la même heure tous les jours, on mettait un point sur la carte. Fait que c'est le fun, on avait la carte à la fin pour mais en 2013, j'ai pas fait ça pendant tout. J'avais mes cartes puis à la fin, je les ai pris là, parce que j'avais plus d'électricité, j'avais plus rien, là, puis j'ai pris mes cartes. Mais tu sais, j'avais encore le téléphone satellite. Fait que mon routeur me disait juste là, ça fait 1 heure, je te check, là, puis tu t'en vas trop au sud. Fait que même un petit peu plus de nord, pousse vers le nord. Puis tu sais, on estimait, on faisait de l'estime, puis j'y allais de même à l'aveugle. Je regardais mon GPS, puis
mon GPS, que je regardais ma boussole, puis that's it, je ramais, puis je mettais du nord dans ma rame, puis that's it. L'équipe au sol, eux, ils ont accès à tout. Ouais. Exactement ce que t'es, puis te voient aller, là. C'est ça, exactement. Eux autres me voyaient vraiment évoluer, puis ils voyaient... OK, elle rame pas, là. Elle rame pas, là. Son break est trop long, là. Là, il m'appelait. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'essaie de réparer l'antenne. Ouais, tu rames pas, là. Ça avance pas, là. Non, ça avance pas, tu sais. Oh. Ou genre, je parle au médecin, j'ai mal au dos, tu sais. Il me checkait, là. C'est tellement drôle parce que quand j'ai fait le Saint-Laurent à la rame de Montréal aux Îles-de-la-Madeleine en 2011, donc tout de suite après l'année, après ma traversée avec les gars, c'est là que j'avais déjà connu Hermel Lavoie, le monsieur à cause de qui mon bateau s'est appelé Hermel. Et là, en 2010, excuse-moi, je l'ai connu en 2010 lors d'une conférence à Rimouski. Et en 2011, j'ai fait le Saint-Laurent-la-Rame et en arrivant pas loin de Rimouski, à Trois-Pistoles, il m'appelle, écoute, on se connaît, on s'est vu il y a 1 an, je veux absolument faire partie de ton projet, je veux être aux premières loges de ton projet, moi je suis un mécano, je répare des bateaux, des moteurs, J'ai fait de la course de bateau, j'ai fait des aventures, j'ai 73 ans, mais j'ai plein d'affaires à t'apprendre, Wow. Il était écœurant, le bonhomme, là, il était vraiment un sens de l'humour, puis il voulait tout le temps aider puis apprendre, tu sais, c'était vraiment un monsieur là, extraordinaire. Wow. Et fait qu'il est venu me rejoindre au large avec sa gang, ses voisins, ses amis étaient 9 à bord du Zodiac. Il vient me rejoindre au large, puis là, je leur raconte des histoires, puis lui m'emmène une bouteille de vin, puis tout. Puis on s'est jamais lâché depuis ce temps-là. Là, il est décédé, malheureusement, maintenant. Mais donc, il me dit, là, tu sais, après Rimouski, tu t'engages sur la mer. C'est plus le fleuve, c'est la mer. Tu sais, c'est le golfe bientôt. Là. Fait que tu navigues de Montréal, mais après Rimouski, là, tu sais, t'as Matane, Cap-Chat, Sainte-Anne-des-Monts, Rivière-au-Nord, Percé, c'est plus la même affaire, là, tu sais. Te rendre sur le chenal de navigation, ça te prend 6 heures, puis après ça, la marée va remonter, il faut que tu reviennes. Fait que c'était devenu cauchemardesque de m'entraîner avec un bateau aussi gros, aussi peu manœuvrable, parce que j'ai un tirant d'eau épouvantable. C'est pas un kayak, là, ça a comme 4 pieds et demi de tirant d'eau, 5 pieds de tirant d'eau, j'accroche le fond partout. Tirant d'eau. Un tirant d'eau, c'est mon gouvernail. Qui va, oui, le gouvernail puis la dérive est tellement profonde pour naviguer en haute mer que tu peux pas tellement faire de la navigation côtière avec ce type de bateau-là. Mais moi, je me dis, ah non, ça va être un entraînement, je vais le faire, tu sais. Mais c'est vraiment pas destiné pour un fleuve, puis un endroit où est-ce qu'il y a de la marée, puis un endroit... Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme faire du PR en 2011, parler de mon projet, puis je travaillais beaucoup avec la Fondation David Suzuki dans ce temps-là. Donc, tu sais, naviguer sur le fleuve, je faisais plein de conférences pendant ma descente vers les îles de la Madeleine, je rencontrais les riverains, on parlait d'environnement, je faisais des conférences pour la Fondation David Suzuki, je faisais des médias, des entrevues. Tu sais, j'arrêtais dans tous les petits villages, les salles de spectacle, je faisais plein de petites conférences. Fait que, tu sais, ça me faisait connaître. Mais, à un moment donné, c'était plus une joke, là. C'était plus je navigue puis je dors des marinas. C'était compliqué, là, parce que non, c'était vraiment pas le fun. Fait que là, Hermel est arrivé dans le projet puis il a dit, je vais t'aider, je vais te mettre un moteur sur ton bateau pour que tu te rendes t'entraîner au large puis là, tu reviendras à moteur parce que là, je mettais du monde en danger. Un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me chercher en Zodiac, il faisait pas beau, mais tu sais, j'impliquais des gens à venir me chercher, tu sais, comme j'appelais d'avance à la prochaine marina, puis je disais, êtes-vous correct, la météo, ça va, puis tout, j'aime pas ça que tu partes là-dedans. Mais là, un moment donné, il faut que tu y ailles t'entraîner. Fait que là, ben, Hermel m'installe un moteur comme à côté de mon poste de rame, tu sais. Fait qu'on s'est liés d'amitié comme ça. Et j'ai tout vu ce que j'avais à voir parce que le fleuve Saint-Laurent, c'est extrêmement difficile à naviguer, là. J'ai vraiment vécu des affaires hautes, là. À partir de Rimouski jusqu'aux îles de la Madeleine, là, ça a été un entraînement incroyable. Puis là, j'étais plus toujours seule sur le bateau parce que j'avais des accompagnateurs qui me priaient d'embarquer à bord. Une année, j'ai embarqué Marie-Ève Beaupré. Je dis, viens-t'en, ça va être le fun. Une fille que j'ai rencontrée sur le fleuve, elle est venue 24 heures sur le bateau, on a dormi au large, tu sais. Fait que j'avais du fun, tu sais. C'était vraiment comme, c'était pas de dire j'ai ramé de Montréal aux îles de la Madeleine, mais c'était vraiment un exercice de PR, mais surtout un exercice de me mettre dans l'eau chaude avec mon bateau pour voir qu'est-ce que ça donne. T'sais. Puis là, pourquoi je te raconte tout ça? Parce que Hermel, c'est ça, on s'est liés d'amitié, puis à un moment donné, lui, s'est beaucoup investi dans le projet, puis il a dit, ben, c'est fait, là, j'ai décidé que t'es mon projet de retraite. Ça, là, ta traversée à rame, c'est mon projet de retraite, puis je vais t'aider, puis je vais... Fait que sa femme, sa famille, tout le monde embarquait là-dedans, fait que ça a été comme... nos familles se sont liées d'amitié, puis tu sais, je côtoie encore sa famille et tout, là, fait que ça a vraiment été comme les découvertes humaines comme ça qui m'ont emmené à me pousser tout le temps davantage, parce que je me disais, il faut que tu honores
tous ces gens-là qui t'ont aidé jusqu'ici, tu peux plus rebrousser chemin puis dire « je le fais plus ». Tu sais, lui, là, t'es son projet de retraite, là. Qu'est-ce qu'il va faire? Ou tu sais, comment tu vas le décevoir si tu arrêtes d'évoluer vers ton projet? La pression est forte. Il y a un moment que tu as Oui. fait. Tu dis un jour, hé, là, je suis plus sûr, là, avant de partir. Souvent, le matin. dans ma préparation, là, souvent. Pierre Mel, il me ramenait tout le temps. Non, non, qu'est-ce que tu vas Wow. faire? Si tu fais pas ça, qu'est-ce que tu vas faire? Je disais, non, c'est vrai, je sais pas ce que je ferais, là. J'ai aucune idée quel métier je vais faire, puis que c'est. Non, je sais pas, faut que je fasse ça. Tu as déjà fait des conférences, en même temps, c'est quand même une bonne façon parce que c'est comme obligé. Peut-être que si tu n'avais pas fait autant de conférences, autant de trucs, tu aurais fini par. Puis j'aimais ça aussi, parler devant le monde, puis être invité pour parler. Fait que je me disais, tu sais, c'est la seule chose que j'aime. Fait que, tu sais, je peux continuer à faire ça après, faire des conférences, être invité ici et là. Ben, tu sais, ça va pouvoir être une petite carrière que je développe, tu sais. Puis, fait que, ouais. Mais là, je te racontais tout ça sur le fleuve Saint-Laurent. Pourquoi donc? Je me souviens pas. Tu ne pas, hein? Mais en tout cas, je trouve ça intéressant parce que j'en parle très peu de cette aventure-là. Mais ça a pris 76 jours à faire ça. Oui, mais écoute, j'arrêtais des 4 jours des fois, là, parce qu'il y avait le festival, les écofacs de Trois-Pistoles, je donnais 2 conférences, les enfants des 4 jours, ils embarquaient sur mon bateau, je leur faisais faire un tour, tu sais. Fait que 76 jours, mais j'ai ramé peut-être 49 jours, 50 jours là-dedans. Je me suis cassé un pouce pendant que je descendais. Comment ça? Je ramais qu'une catin après mon pouce, le pouce cassé, tu sais. Tu cassais le pouce sur le bateau? Oui, en accostant. Oui, une erreur de débutant, là, en accostant, en essayant de protéger mon bateau du quai, je me suis cassé le pouce à Sorel et j'ai eu mon premier rayon X à Rivière-du-Loup et j'ai eu comme un catin plâtre jusqu'aux îles de la Madeleine après. C'est drôle, ça. On voyait vraiment la fracture. Tu blessé quelque part en traversant l'Atlantique ou non? Oui, tu sais, choc à la tête, mais surtout, c'était des blessures... Tu sais, c'était des blessures d'usure, là. C'est tellement con. Tu sais, t'es tellement enfermé souvent dans ta cabine qu'à un moment donné, à force d'être ses coudes pour lire un livre ou, tu sais, à force de parler au téléphone, hein, je venais les coudes tout enflés. Hey. J'avais mal, j'avais de la misère à déplier mes coudes. Mais c'était des blessures de t'es enfermé trop longtemps. C'était littéralement ça, puis des courbatures, puis tu sais, comme j'ai mal au dos, tu sais. T'es tout le temps dans ta cabine, tu sais, des 7 jours consécutifs, tu te fais brasser. Fait que, ouais. Mais les tempêtes durent combien de temps? 7 jours de ça dépend, tu sais, tu as des tempêtes, c'est plus des systèmes dépressionnaires, tu sais. J'ai eu comme 9 tempêtes, là, parce que tu as l'échelle de Beaufort qui dit système dépressionnaire, tempête, ouragan. Fait que j'ai eu 29 systèmes dépressionnaires, dont 9 tempêtes et 2 ouragans. Ouais. OK. Puis, est-ce que le moment si c'est gros soleil, puis bikini, bronzage ou? Ben, en général, il fait assez chaud. Fait que souvent, sur mes images, tu vas me voir juste en t-shirt, en camisole ou même en short. Tu sais, dans les 3 premiers mois, il faisait relativement chaud, soleil assez régulièrement. Puis ce qui est drôle, c'est que souvent, les gens pensent que, OK, dans le plus fort d'un système dépressionnaire, ben, il va faire beau. Tu sais, dans le résultat d'un système dépressionnaire, après que le front froid soit passé, il fait gros soleil, puis t'as des vagues de 12 mètres, là, puis t'es là, c'est donc ben beau. Tu sais, t'es comme, tu regardes ça, c'est beau, mais tu peux pas tant ramer là-dedans parce que tu vas faire du surplace. La vague est tellement grosse que ça a aucun bon sens, ça n'a pas d'allure, tu sais. Fait que t'es sur le pont, tu te tiens, puis tu regardes le spectacle, tu sais. Fait que, tu sais, quand le monde me dit, t'es-tu ennuyé? Pas vraiment. Je me suis pas vraiment ennuyée. Mais non, avec tous les entretiens que tu as à faire, avec tout ça. Ouais. Y a-t-il quelque chose que tu aurais voulu amener que tu n'as pas amené sur le bateau? Y a-t-il un objet, un livre, la bouffe que tu vas ça, j'aurais mangé ça. Une affaire vraiment nounoune, là. J'avais pas emmené de guenilles. J'ai pas emmené de torchon. C'est tellement con. Il a fallu que je coupe des t-shirts, me faire des torchons. Je me disais, voyons, j'ai pas de torchon. Tu sais, c'est tout sale tout le temps. Je le savais, là, un chamois. J'aurais tellement aimé ça, tu sais. Tu sais, j'avais une petite mini serviette de bain, là, tu sais, mais j'avais pas de torchon. Tu sais, des affaires ridicules comme ça, là. Je me suis découpé un t-shirt pour me faire des torchons, puis tu sais, c'était... Tu sais, t'as tout le temps besoin de t'essuyer à la face puis de te torcher un peu parce que, tu sais, t'es comme... Tu sais, t'es... Mais tu te lavais où? Pas dans l'eau? Non, je me lavais à guenilles, là, vraiment, à mi-terme. J'avais une des barbouillettes d'aventure, là, que je nettoyais puis que là, je me lavais à mi-terme. Ouais. Tu sais, quand t'es dans l'aventure, tu te laves pas tous les jours, là, tu te laves. Non, ben, c'est ça, là, je m'en vais traverser les Monts-Grou, là. Les Monts-Grou. Ah oui, OK. Dans le nord, là, genre Bécomo en haut, là. Puis c'est comme un 5 jours d'autonomie, là, 4-5 jours. Puis je pense pas vraiment me laver, là. Non, c'est ça. Emmène-toi 4-5 wet ones, là, ou lingette de bébé sans parfum, là, tu sais, pour... Ouais, je passe un petit tour dans le lac, la rivière qui traîne. Ouais, on prend de la glaise, blam, très propre. Puis, rendu là-bas, là, tu traverses, là, tu vois la terre, là. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est quoi le feeling que tu as à ce moment-là?
La vraie affaire, là, ce que je me suis vraiment dit quand j'ai vu la Terre, là, c'est « Oh non, pas déjà ». Ah, c'est ça, j'allais dire en Je me plus. suis vraiment dit « Shit, c'est fini ». Ouais. T'as-tu une genre de petite dépression en revenant? Oh, excuse-moi. Ben, pas tant, peut-être momentané, mais c'est plus mon équipe qui était déprimée. Tu sais, comme Hermel, là, qui regardait ma position à toutes les heures, Michel, ma sœur. Oh, là, c'est plate, je me lève avec les enfants. Je trouve ça plate, là, écouter les nouvelles, là, tu parles pas de toi. Puis, tu sais, c'est comme... Ah, wow. Ouais. Tu sais, ma sœur, ses enfants me suivaient là, religieusement. Puis t'as plein de monde là, qui m'écrivait après pour dire « Hey, c'est vraiment plate depuis que t'es arrivé. C'est quand la prochaine fois que tu pars, tu sais? » C'est quand Là, parlant de prochaine fois que tu pars, là, après cette expédition-là, là, t'en as-tu fait d'autres ou non? Non, j'ai pas fait grand-chose après. J'ai plus fait des conférences. Tu sais, j'avais beaucoup de dettes d'accumuler, fait que je voulais vraiment rentabiliser. Fait que j'ai fait 100... C'est combien, donc? 175 conférences la première année. Hey! Ouais. Wow! En 10 mois, parce que je suis partie écrire mon livre pendant 2 mois. Fait qu'en 10 mois, j'ai fait 175 conférences. Fait que j'ai tout remboursé mon monde. Bien. On n'en revenait pas, là, tu sais, que ça aille aussi vite, là. Ouais. Puis là, après, ben, tu sais, j'ai continué d'avoir des demandes. Fait que là, je m'ennuie de l'aventure. Fait que j'ai commencé à faire du canot à glace. Fait que j'ai une équipe de canot à glace. Fait qu'on fait des courses sur le fleuve. Ça, c'est vraiment le summum, moi, je pense, là, de l'extrême, là. Tu sais, sauter dans la glace jusqu'aux hanches, puis tu tires sur un canot de 400 livres, 300 livres, avec du monde dedans, puis ah ouais, let's go, tu montes sur un monticule de glace, puis c'est une course, là, tu sais, tu t'en vas à bouée, puis tu reviens, puis c'est vraiment intense, c'est vraiment intense, puis c'est beaucoup dans, c'est un challenge, tu sais, t'as pas le temps de penser à ta mère, là, t'es là, puis t'es dans le présent, puis t'es avec tes 4 coéquipiers, t'es 5 dans le bateau, tu sais, puis t'avances, c'est vraiment un challenge super prenant. Puis, il y a du danger partout. Fait que ça me rassasie de sensations fortes. Tu sais, t'en as beaucoup de sensations fortes. Là, t'en as là, des endorphines en sortant de là. Fait que c'est vraiment un sport que t'aimerais, toi, je suis certaine. Il y avait des chances. Moi, tout ce qui est extrême en général, là, ça me parle beaucoup. Puis le froid, ça me parle. L'eau froide me parle. Le froid en tant que tel, peut-être pas, mais l'eau glacée, tout ça, il y a quelque chose qui va me chercher. Oui, parce qu'on dirait que c'est comme la première fois que j'ai fait un entraînement canot à glace, c'était à Montmagny avec les frères Lachance. Les frères Lachance, là, les gens du milieu les connaissent beaucoup, là. C'est, tu sais, les croisières Lachance. Tu sais, là, ils font des traversées là, jusqu'à l'île aux grues, ou en tout cas, peut-être que là, ils m'écouteraient puis ils diraient c'est pas la bonne île, mais en tout cas, ils font plein de traversées où il y avait des bateaux d'exploration aux baleines. Okay. Donc, le père Lachance a développé ça à Tadoussac. Puis, tu sais, c'est des gars vraiment investis là, dans leur communauté et tout. Puis, ils sont beaucoup dans les bateaux. Tu sais, ils font des bateaux et tout. Puis, ils conçoivent des UMA. Les UMA, c'est des bateaux d'urgence maritime qui montent sur la glace et que les pompiers vont utiliser et tout. Donc, eux autres, ils ont créé cette flotte de bateaux-là, cette sorte de bateaux-là. Puis, eux font un camp d'entraînement. Ben là, je ne sais plus s'ils le font encore, mais pour tous les nouveaux canotiers au Québec. Fait que je m'en vais là-bas, mois de décembre 2014, je pense, 2015, je suis plus sûre. Et là, t'embarques sur de la glace, tu vois la glace et la glace pète en dessous de tes pieds, puis tu vois le courant passer en dessous, puis tu te dis, non, mais là, ça comme, je vais mourir aujourd'hui. Ça a comme pas de bon sens. Ben, il y a pas assez d'eau pour que tu partes, là, mais tu te dis, je comprends pas, là. Je comprends pas, faut qu'on rame là-dedans, là, puis on court sur de la glace, mais la glace, tu marches sur la glace, puis il faut que tu cours vite parce qu'elle pète en dessous de tes pieds. Fait que tu cours, tu pousses le bateau, puis à un moment donné, t'embarques, ils te disent hop, puis là, t'embarques dans le bateau. Et c'est complètement fou, là. C'est vraiment un sport extrême, là. Puis les gens que tu rencontres sont tous comme, ben non, c'est normal, c'est ça. Mais tu sais, quand tu regardes une vidéo après, tu fais, si, on est vraiment malade. Puis, il n'y a pas tant de blessures. Bon, il y a eu des décès, là. Il y en a eu un, là, dans les dernières années, malheureusement, là, mais tu sais, le dernier avant ça, c'est il y a 30 ou 40 ans. Tu sais, c'est un sport qui est quand même sécuritaire dans le sens que tu dois vraiment faire une formation en sécurité pour pouvoir faire partie avoir être assuré puis faire les courses en tant que canotier. Fait que tu sais, ils te préparent super bien là, quand tu commences comme canotier, mais c'est un sport de malade parce que tout va super vite. Tu passes près des cargos sur le fleuve en hiver. Ça me parle, ça. Hélène, ça me parle, ça. Là, tu m'en parles, là, puis je pense que l'hiver prochain, là, t'aimerais ça, hein? Ça va se passer. Tout ce qui est un peu bizarre, un peu qui n'est pas standard, moi, ça me parle. Courir dans le fleuve avec un bateau, il y a quelque chose de très cool là-dedans. Puis il y a des moments où tu te dis, on va mourir. Tu te dis vraiment, qu'est-ce qu'on fait ici? On va mourir, tu sais. Il y a des moments où tu es pogné sur un stuff de glace, il y a de la gadoue,
t'as pas de puissance, t'es pogné, la glace, elle se déplace vers Boucherville, tu te dis, qu'est-ce qu'on fait là? On va tous mourir un mardi soir dans le port de Montréal. Il fait nuit, tu sais, il fait nuit tout l'hiver de bonne heure. Fait que tu t'entraînes le soir dans le noir. Wow! C'est vraiment hot. Tu vois la ville de Montréal comme tu l'as jamais vue, là. Tu sais, tu regardes dans les bureaux, dans les édifices à bureaux, tu te dis, aïe, le monde, c'est plate, là. Ils travaillent encore à cette heure-là. Tout est là, canot, dans le fleuve Saint-Laurent glacé. C'est vraiment trippant, ouais. Okay, moi, c'est ça, cet hiver, je pense. T'as-tu, y a-tu des moments que tu te dis que tu aimerais faire d'autres aventures ou non? Oui, beaucoup, mais tu sais, la prochaine aventure, moi, que j'aimerais faire, c'est plus à la voile, tu sais, partir à la voile avec les enfants, puis, tu sais, plus faire du nord-ouest, tu sais, passage nord-ouest autour du Canada, ouais. Tu sais, moi, aller aux Antilles, là, c'est le fun une semaine ou deux, là, tu sais, aller aux Bahamas, puis tout, mais tu sais, c'est pas là que... Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est rencontrer aussi les gens, les populations riveraines, voilà, à la rencontre de l'autre, puis voir comment les gens vivent, là, tu sais, j'ai reçu Caroline Côté il y a une semaine. Oui. Tu connais, cinéaste, aventurière aussi. Puis elle a fait justement 2000 km de canot au Yukon. Puis elle a été rencontrer plein de gens qui vivent là. Elle a beaucoup parlé des saumons, je pense, à quel point la nature change, puis que des fois, les saumons ne se rendent pas ce qu'ils devraient à cause des changements climatiques et les humains qui viennent tout fucker. Mais reste que elle, ce chemin-là qu'elle a fait, la rencontre des gens qu'elle a fait là-bas, elle dit que c'était un de ses meilleurs trips à vie. C'est incroyable. Ah, je la crois, oui. Puis elle est vraiment incroyable, Caroline Côté. C'est beau, elle n'arrête pas, elle en fait plein. Tu sais, elle, c'est ça, sa vie, là. Je trouve ça vraiment inspirant. Tu sais, c'est une de celles qui est le plus connue aussi, je pense, là. Oui. Ben, vu qu'elle documente en plus elle-même, il y a quelque chose de tellement vrai dans ce qu'elle fait, qui est tellement beau. Ah non, j'ai un gros coup de cœur pour cette Caroline. C'est vraiment tout pur ce qu'elle fait, hein. Tu sais, c'est comme très raw, puis tu sais, très what you see is what you get, puis elle est très authentique aussi, là. Ouais. Mais c'est ça qui fait la différence entre des fois, je vois des aventuriers américains, là, que leur story, puis leur Instagram, puis leurs vidéos, c'est tellement sensationnel. C'est genre des drones, puis là, des images. Mais des fois, c'est pas ça qui me parle. T'sais, moi, elle, ce qu'elle fait, c'est sincère, puis c'est tellement humain, c'est tellement simple. C'est vraiment attachant, ouais. Oui, c'est ça. C'est pas des images léchées, là, puis toutes parfaites et tout, là, non. Non, c'est exact. As-tu des projets d'autres livres? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, bien moi, j'ai fait beaucoup de Facebook Live, là, pendant la pandémie, là. J'étais rendue à 28, là. J'ai un peu laissé tomber mon projet parce que là, j'ai fait en fait, je suis enceinte présentement, puis j'ai fait un long parcours de fertilité comme maman solo. Donc, je suis une maman célibataire. Donc, quand je dis que je suis enceinte et que je suis célibataire, les gens me disent « pauvre toi ». Non, non, c'est ça. J'ai acheté du sperme de donneur et j'ai réussi à tomber enceinte avec des gros traitements de fertilité. Donc, voilà. Donc, j'ai passé l'hiver à faire du in vitro puis à faire des échographies aux 2-3 jours puis à faire d'un horaire. Oui, c'est ça. Fait que j'aurai un petit bébé avant la fin de l'année, un deuxième enfant. Et fait que ça, c'est pas mal mon prochain projet. Mais pour revenir à mon projet de livre, peut-être que ces Facebook Live-là que j'ai fait durant la pandémie en fait, pas peut-être, ils m'ont inspiré un projet de livre. Alors, tous les thèmes que j'ai exploités et tout, là, je pense que je vais faire un beau projet avec ça. Un peu style développement personnel ou? Bien, pas tant développement personnel. Moi, j'aimerais mieux appeler ça un guide de survie. Tu sais, un guide de survie de « Hey, là, je file pas pantoute, je me sens comment, là? OK, attends. » Là, elle a dit comment qu'elle s'est sentie, mais à cette page-là, là, guide de survie en eau trouble, là tu ouvres ça, puis tu vois Mylène Paquette, là, elle voit ça comme ça, puis tu sais, c'est ça qu'elle a vécu, fait qu'elle te fait rire un peu, puis elle te donne des astuces comme j'ai donné durant mes Facebook Live, ouais. Je pense que c'est bien, je pense que... Oui, parce que, tu sais, les gens m'ont beaucoup écrit ça m'aide beaucoup, les Facebook Live, tu sais, quand je me sens comme ça, je vais revoir le Facebook Live du mois de mai ou du mois de juin, tu sais. Donc, puis j'aime l'idée du guide de survie, tu sais, parce que tu n'as pas besoin de le lire au complet, tu sais, tu peux... mais tu peux voir ça aussi comme du développement personnel, mais c'est plus du survie. Et là, je me sens de telle façon, là, attends. Comment je me sens? Et elle a dit, OK, elle a fait ça, OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux aller chercher là-dedans? Tu sais? C'est un très beau projet. Je souhaite que ça fonctionne très bien. J'en parle trop, là. J'en ai trop dit, je pense. On ne coupera pas ce montage non plus. Mylène, on est rendu aux 5 questions de la fin. Oui. Je pose à toutes. Tu as pris des notes, crème. Tu as des notes, c'est hot. J'aime ça. Oui, je voulais être sûre de bien te répondre. Quand tu es stressée, quand tu es anxieuse, qu'est-ce que tu fais pour te calmer? Bien, en fait, ça m'arrive souvent d'être stressée et j'ai un mantra que je peux te partager. Et mon mantra, il est vraiment tout simple. Bien, premièrement, il faut respirer. Là. Je m'arrête, je respire.
je me lève debout, je m'étire et je répète une chose à la fois, du mieux que je peux, ici, maintenant, sans jugement. Et quand tu comprends les 4 étapes de ce mantra-là, tu décroches vraiment. Puis souvent, c'est le jugement qui nous retient, puis qui nous fait ruminer, puis ressasser. « Ah, j'ai pas répondu à la bonne affaire, j'aurais dû dire ça dans ma conférence. » ou Non, on décroche, là. Tu sais, une chose à la fois, du mieux que je peux, ici, maintenant, sans jugement. Ouais, quand je me sens accablée, stressée, tu sais, là, vraiment, je veux pas trop parler des thèmes en anglais, mais overwhelmed, je trouve qu'en anglais, là, tu te sens là, comme outre... too much, trop gros. Too much, là, c'est trop gros, là, puis tu te demandes si tu vas passer à travers, là. Tu sais, des fois, c'est juste le prochain 3 jours pour te rendre à tel événement, puis telle étape, puis tu vois plus clair, là, ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jugement. Il y a beaucoup de jugement qui fait qu'on se sent tellement mal pour des choses qu'on a dites, qui peut arriver, c'est tellement ridicule. On est souvent notre pire ennemi, hein? Ouais, c'est con, on se blesse, on se blesse. Ah, tellement. Si tu as un podcast dans le but d'inspirer, qui t'invite? Ben écoute, je t'inviterais peut-être. J'aimerais ça, moi, de poser plein de questions. Personne ne le dit encore, c'est gentil. Oui, c'est le fun, je t'inviterais, toi. Oui, Mickaël, je t'inviterais. Mais j'aimerais ça, inviter des gens inconnus. Tu sais, là, j'ai nommé quelques-uns des amis que, tu sais, comme Fred Dion, Sébastien Sasseville, je sais pas si tu les connais, tu sais, c'est des gens connus. Le deuxième, non, répète le nom du deuxième. Sébastien Sasseville, il faut que tu l'invites. J'ai pas. Mais le Fred Dion est en XP, lui, là. Oui, mais Sébastien Sasseville, il faut que tu l'invites, il est incroyable. OK. Ouais. Je t'en reparlerai, je vais te le vendre, je l'adore. C'est un aventurier, il est vraiment impressionnant. Et puis, j'inviterais surtout des gens inconnus parce que je pense qu'il y a plein de trésors autour de nous qui, tu sais, tu rencontres des gens, des fois, ils te parlent. Moi, j'aime ça, questionner des chauffeurs de taxi. Quand je prends le taxi, là, je leur tire les verres du nez. T'étudies en quoi? Tu fais quoi? Tu viens d'où? T'es-tu né ici? Tu sais. Puis le monde, ils finissent tout le temps par me partager des affaires que je me dis, voyons donc, comment ça qu'on donne pas assez, on prend pas assez le temps de parler aux gens dans l'abribus, aux gens dans le taxi, aux gens dans l'autobus, aux gens au marché, tu sais. Puis je trouve que, tu sais, moi, pendant la pandémie, quand je prenais le taxi, là, tu sais, un humain, tu sais, t'essaies d'y parler le plus possible. Fait que ça m'a fait découvrir ça beaucoup. C'est vrai. Ouais. J'ai reçu mon ami Sam Breton au podcast il y a 3 semaines, 4 semaines. OK. Puis Sam, souvent, ce qu'il dit aux gens autour de lui, dans un moment, mettons, de stress, exemple, lui, il est humoriste, puis il fait des shows avec d'autres humoristes, des galas. Puis souvent, il va voir les autres humoristes avant, puis il va leur dire, mettons, oublie pas que t'es Michael Couture. Ça, c'est exceptionnel. Comme si chaque personne... Ah, c'est vrai. Puis il me le répète souvent, t'es Michael Couture. C'est quelque chose de fou, ça. Pensez, il n'y a personne d'autre qui est Michael Couture. Puis le fait que chaque humain peut être quelqu'un, ben pas peu, et incroyable d'une certaine façon, il faut juste le découvrir. Pardon, c'est beau. C'est très beau, je pense souvent à ça. C'est bien, j'aime ça. Si tu as un film ou un livre que tu peux lire ou écouter sans cesse. Ben là, je vais peut-être te dire de quoi de peut-être réchauffer parce que M. Serge Bouchard vient juste de décéder, hein? On vient juste d'apprendre son décès. Mais je t'aurais répondu ça il y a 6 mois, il y a 2 mois, il y a 1 mois, parce que le livre que j'ai adoré lire en mer, C'était au temps des mammouths laineux. Ouais. Et il y a des textes là-dedans qui me font pleurer et qui m'emmènent une perspective sur la vie. La mort est un chat, là, le texte sur la mort, je suis pleine de frissons. C'est vraiment un livre que je ne... Tu sais, des fois, je l'écoute en livre audio, je fais juste le laisser jouer en arrière, puis c'est juste la voix de Serge Bouchard, tu sais. Ah, quel homme, hein? Quel homme, hein? C'est vraiment une perte incroyable. Mais en même temps, on dirait qu'il a tellement laissé derrière lui, il a tellement semé que c'est beau, tu sais. Oui, absolument. OK, mais j'ai pas lu le livre. Ah, c'est vraiment beau. J'en ai lu d'autres, mais celui-là, j'ai pas lu. Même, je pense que c'est Caroline qui m'en a parlé pendant le podcast. Ouais, c'est vraiment très drôle parce que dans son livre, moi, je l'ai lu en mer et il y a toujours la date de ses chroniques. Donc, il écrit comme, OK, une chronique qui a écrit telle date et tout. Il dit, je reviens de tel endroit et j'écoute la radio, c'est un dimanche. Il écoute une émission de sport Radio-Canada. Et il y a une invitée là, qui parle d'un projet tiré par les cheveux, un projet de fou, puis tout. Puis là, je regarde, je suis en pleine mer, puis je prends mon iPhone, je regarde dans mon agenda. C'est toi. Puis là, je suis sûre que c'est de moi qui parle, parce que j'étais à, l'émission de Robert Frozy à l'époque, à Radio-Canada, le dimanche, Culture physique. Mais voyons donc, à moins qu'il y ait comme un autre aventurier qui est passé en même temps que moi cette date-là.
Puis là, il disait, les humains ont besoin de se dépasser puis de se mettre, tu sais, parce qu'on est moins proche de la nature, puis les humains ont besoin de... Je trouvais ça tellement débile de lire ça en mer puis de penser que c'est peut-être de moi qui parle, tu sais. Fait que j'ai un attachement vraiment particulier à ce livre-là. Ouais. OK. Si tu peux peindre le bonheur sur une toile, qu'est-ce qu'on voit sur la toile? Bon, là, j'ai peur que ce soit cheesy, mais moi, c'est sûr qu'il y a du sable parce que mon fils de 2 ans, il capote sur le sable et il veut faire des châteaux puis il travaille avec les pelles mécaniques et tout. Fait qu'on serait sur le bord d'une plage aux îles de la Madeleine avec mon petit bébé de 2 ans. Et ce serait ça le bonheur parce que je suis une maman vraiment heureuse quand je vois mon garçon découvrir le monde. Puis, tu sais, quand on a un jeune enfant, je pense que ça nous ramène. Tu sais, c'est tellement, je trouve, de voir la vie à travers ses yeux à lui, puis de redécouvrir des choses à travers les yeux de mon fils. Pour moi, ces temps-ci, c'est vraiment ça le bonheur, là, de passer du temps avec lui puis de l'avoir près de moi, là, ouais. Là, éventuellement, il va y avoir un autre petit bébé sur la peinture, là, Exactement, tout à fait. Là, je me dessinerai en bédaine, mettons. Oui. Dans la question, oui, puis il n'y a pas de maringouin sur ma peinture. Il n'y a aucun moustique. Ouais. Il n'y a rien. Ça. Ouais. Ça m'énerve, les maringouins. C'est pour ça que moi, Caroline Côté, je la trouve bien hot parce qu'elle endure, les maringouins. Ah, je sais, c'est l'enfer. Là, celle-là, je m'avoue mon groupe. Puis là, je pense que cette année, c'est pas si pire, là, mais il va quand même de la moustique. Là. Moi, ça, là, non, ça, c'est vraiment... Je suis équipé pour qu'il n'y ait aucune petite affaire qui vise. Ça me tue bien raide. Non. Moi aussi, le son là, d'une affaire... Pas capable. Juste un, c'est pire quasiment. Parce que t'entends, je fais... Quand tu dors, et Chris. Moi, je me suis déjà fait un tour de dos. C'est même qu'on dit un tour de rein? Un tour de rein, je pense. En arrivant aux îles de la Madeleine à Rame, mes parents ont loué une super belle maison. Puis dans la chambre, il y a cette espèce de gros maringouin qui a passé à travers les grilles du filet. Puis là, toute la nuit, j'arrive pas à dormir parce qu'il vient me gosser. Puis là, j'ai monté sur une chaise, puis j'ai essayé de la battre, puis tout. Puis le lendemain, je sais pas si c'est ça, mais j'avais le dos barré. Peut-être, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. La fille traverse le sang à la rame, aucune blessure. Elle est chez eux, tu maringouin. À l'oreille. Et tout le monde riait de moi aux îles après, comme comment t'as fait ça? J'ai essayé d'attraper un maringouin toute la nuit. Tu sais, c'était vraiment rigolo, là. Ouais. Puis dans la question, tu as 60 secondes pour parler à la terre entière. Qu'est-ce qu'on entend de Mylène Paquette? Bien, je pense que je parlerais d'environnement. C'est sûr, d'environnement. De liberté, parce que pour moi, la liberté, c'est très important, mais tu sais, c'est répéter encore que ta liberté s'arrête là où celle de l'autre commence ou vice-versa, là, tu sais, c'est de voir aussi que ça a tout un lien avec l'environnement, tu sais. Absolument. Pas, tu sais, l'écart entre les riches et les pauvres, ça m'affecte beaucoup, tu sais, je trouve que c'est beaucoup aussi la base du problème. Donc, je parlerais de liberté d'environnement, de tempérance et d'égalité. Tu sais, d'avoir plus de tempérance vers les autres, tu sais, d'avoir moins de violence, de beaucoup plus de communication, tu sais, parce que tu sais, on pointe beaucoup du doigt, tu sais, les gens qui sont violents envers le peuple noir ou le peuple autochtone. On en entend beaucoup parler ces temps-ci. Mais quand on pointe du doigt, on n'est pas mieux non plus. Fait que je pense que la tempérance envers les gens qui ont des pensées complètement diamétralement opposées des nôtres, je pense que c'est ça le premier pas, c'est d'avoir de la tempérance puis de l'ouverture à l'autre. Pour que enfin la paix puisse exister dans le monde. Il faut juste être gentil avec tout le monde, aimer tout le monde, être ouvert, puis la terre, puis les gens devraient mieux se porter. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça mon message, ce serait liberté, paix, tempérance, ouverture d'esprit, mais surtout environnement. Ouais. Puis je pense que la pandémie, ça nous a beaucoup amené à se poser des questions. Tu sais, OK, là, dans les médias, le virus, c'est notre ennemi. OK, c'est la guerre contre le virus. Puis là, on va tout mettre en œuvre. Mais pourquoi on ne fait pas la même chose pour l'environnement? Bien, parce que les décideurs et les gens, il y a plein de gens qui bénéficient de produire à outrance et tout. Fait que ça continue l'écart entre les riches et les pauvres. Puis tout ça, tu sais, on ne réglera pas ça, là, mais c'est ça, c'est de comprendre que c'est une énorme machine. Tu sais, c'est... Puis on ne peut pas changer les choses qui sont vraiment ancrées dans nos mœurs, puis nos coutumes, puis nos habitudes de consommation, tu sais. Donc, ça va vraiment être difficile à long terme, mais il faut vraiment intervenir en matière d'environnement. Donc, je pense que, tu sais, c'est ça. Ça va prendre des figures de proue dans le domaine, puis tu sais, qui soient aimés et adulés par le public pour que les gens les suivent, ces gens-là, puis qu'ils soient des acteurs vraiment de changement là, incontestables. J'ai foi un peu envers les jeunes parce que, tu sais,
Ouais. J'en vois de plus en plus sur Instagram, sur les réseaux, qui commencent à prendre conscience, qui commencent à démontrer leur action. J'ai reçu une fille qui s'appelle Maude Carmel. Elle sort de ses pages YouTube, Instagram, peu importe, juste pour promouvoir l'environnement, les bonnes façons d'agir. C'est bon. C'est pas de l'extrémisme non plus. C'est pas, OK, on vit dans le bois, on est minimaliste. T'sais. C'est juste être vivant. Puis c'est tellement beau ce que l'humain a créé comme technologie puis de développement qu'on peut en profiter, mais pas à outrance. C'est ça le problème. Exact. Ouais, c'est ça. On mange trop, on consomme trop. C'est juste trop. On est trop... C'est là que tu vis beaucoup de culpabilité aussi quand tu es conscient de tous les problèmes environnementaux. Tu es là, OK, on fait du streaming. Oh God, OK, on pollue. OK, je fais une recherche sur le web. Oh, je pollue. OK, attends, je vais sortir dehors, fermer mes lumières parce qu'ils sont tous sur mon téléphone. Ah là, je pollue, j'utilise Internet puis le Wi-Fi. Tu sais, à un moment donné, tu deviens fou. Fait qu'il faut juste que tu décroches un peu, tu sais, décrocher de tout ça pour être capable de vivre dans le moment présent puis de profiter de ce qui est beau autour de toi, tu sais. Ouais. Ben, tout ça, c'était beau, Mylène. Ce podcast était très beau. C'est très gentil. Je suis content qu'on ait réussi à le faire. Je te souhaite une grossesse impeccable. Pas de problème, rien. Puis, hâte de lire ton nouveau livre. Eh bien oui, très, très, très hâte moi-même. Et tu me diras quand ça sort, tout ça, parce que moi, j'ai même pas encore dit à mon monde sur Facebook que je suis enceinte. Fait que je vais l'annoncer en partageant ton podcast. Et là, je pense que ça va sortir quasiment en juillet, c'est là. Parce que j'en ai... ben OK, c'est bon. Fait que je vais essayer de... Ouais. J'en ai, je pense, 5-6 d'avance. Peut-être le 7 juillet, 14. Ah, ben c'est parfait. C'est génial. Je vais avoir mon 3 mois de fête. J'étais à presque 3 mois là, de toute façon. Fait que on ça s'en vient les annonces. Là. On se tient au jus. On se tient au courant là-dessus. Merci beaucoup, Mylène, d'avoir été là. Ben, merci beaucoup. Parfait. Merci. Je t'embrasse. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi, vraiment. Ben, c'est la moindre des choses, voyons. Merci. Merci.